Salut à toutes, salut à tous et salut à tous. On espère que vous allez bien. On est de retour sur Colloquium. Eh oui, ça fait un sacré bail. On a fait une longue pause, mais on est de retour. Notre dernier entretien date de janvier 2023. Désolé pour la fréquence, mais on a vraiment été touché par tous les messages qu'on a pu recevoir, les commentaires et vos retours sur la première saison. Ça fait bien plaisir. Ce petit aparté étant fait, nouvel entretien aujourd'hui et on a le plaisir de recevoir un invité qui nous tenait à cœur. Un véritable couteau suisse, que dis-je, avec un niveau de skill et de compétences pareil, on peut parler d'un véritable atelier. Monsieur Pierre Gauthier. Salut à toi Pierre et bienvenue sur Colloquium. Salut Mathieu. Comment vas-tu? Bah ça va, après cette superbe présentation. C'est du boulot, c'est du boulot. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Eh ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Pierre, j'ai 32 ans, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la musique déjà. Je viens de Bourlon, pas très loin de là où on se trouve maintenant. Et c'est déjà pas mal, pour l'instant. Ouais, carrément. Bourlon, près de Cambrai du coup. C'est ça, ouais. C'est ça, sur la frontière entre le 6-2 et le 5-9, mais dans le 6-2. Allez, Lens. Allez, Lens. Et ouais, près de Cambrai, ouais. Donc, je suis allé au lycée à Cambrai. C'est la ville d'attraction la plus proche, c'est Cambrai. Et Arras, un petit peu, on est entre les deux. Ok. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On va prendre le temps de développer un petit peu tout ça. Parce que tu oublies de dire que t'es batteur aussi, que t'as 3 projets. Tu l'as dit un petit peu, tu travailles dans la musique, donc on peut parler du fait que tu es agent, booker, tourneur, driver, organisateur de concerts, et en particulier du Rockin' Bourlon, un des plus gros festivals de la région, voire à la moitié nord de la France. Énormément de choses, toutes très intéressantes, et du coup on va prendre le temps de développer tout ça, de parler de toi et de tes aspirations, si ça roule pour toi. Ça roule, c'est pour ça que je suis venu. Ça fait plaisir. On va commencer par le début, quelque chose de plutôt classique. Tes premiers émois musicaux, ton premier contact avec la musique live, tes débuts dans la pratique d'un instrument de musique, premier groupe, premières orgas, etc. C'était ok. Ouais. Alors, découverte de la musique, c'était clairement via mon père, je pense, qui écoutait beaucoup de musique, qui avait une belle collection de CD, cassettes et vinyles. Du coup, j'ai été aussi habitué assez jeune à manier les différents supports en fait, de la musique. Parce que là, on parle d'un temps où il n'y avait pas encore vraiment Internet à l'époque. J'avais moins de 10 ans, donc c'était vraiment les balbutiements. Donc c'est comme ça que je me suis mis vraiment dans les classiques, les AC/DC et compagnie, les trucs de hardos, quoi, très basse, ouais, voilà les trucs un peu à l'ancienne, puis très vite après par la suite les trucs plus de ma génération, on va dire, quand je suis rentré dans l'adolescence. Donc je sais pas, à l'époque c'était des trucs comme Offspring, System of a Down, etc. Donc un peu de néo-metal et un petit peu de punk, je pense, un peu comme tous les gens qui sont caroulette et néo-metal, tous les gens qui sont nés entre 85 et 95, je dirais, on est d'accord. Donc ça. Et puis aussi des trucs plus de rock alternatif comme Nirvana, qui a, je pense, aussi eu beaucoup d'importance pour moi, comme pour beaucoup de la même génération aussi. Donc voilà, je dirais entre métal et rock, vraiment, entre les deux, quoi. Du coup, tu parles, pratique d'instrument, c'est arrivé très naturellement et très vite, quoi. Dans cette période, début adolescence, quoi, j'ai commencé à faire de la batterie. En fait, j'ai commencé à me mettre au skate au départ et j'étais tellement nul qu'au bout de 2 fois, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et vu que je tapais tout le temps sur des trucs et qu'en fait, je me suis rendu compte que je savais déjà jouer les morceaux d'ACDC sans batterie, je me suis dit, il faut que je fasse de la batterie. Du coup, j'ai fait de la batterie. Et donc, c'est un truc qui est venu naturellement? Il y avait personne dans ton entourage? Non. Dans la famille qui était musicien? Non. Il y avait cet intérêt pour la musique que j'ai eu dès que j'ai découvert la musique, on va dire. Mais à part ça, non, enfin mon père qui en écoute toujours beaucoup, mais qui est plus un mélomane qui est pas musicien, quoi. Donc bon, vu que je viens de la campagne, comme tu l'as noté tout à l'heure, à la campagne, il est plus facile de pratiquer la batterie chez soi. Donc j'ai pu pratiquer la batterie sur une vieille batterie que j'ai récupérée d'amis de la famille qui avaient ça dans leur grenier, pleine de poussière. Et j'ai commencé à faire de la batterie comme ça, et c'est un peu ça aussi après qui m'a donné envie aussi de continuer dans le monde de la musique. Alors au début c'était très abstrait,
Je voulais juste travailler dans la musique, je savais pas si j'allais être musicien ou autre chose, peu importe. Mais j'ai senti très tôt que c'était vers ce domaine-là que je voulais me diriger. Et puis du coup, l'orga en fait s'est greffé là-dessus parce que du coup j'ai formé un groupe à l'époque quand j'étais au lycée qui s'appelait Pepper Plane, Pepper comme du poivre, attention, qui était un groupe de, je dirais blues rock garage quoi, on va dire un truc comme ça. Et du coup on écumait un peu les cafés-concerts sur Arras, Lille, Cambrai, surtout Cambrai. Là, t'as quel âge à peu près? Là, j'étais au lycée, donc 16-17 quoi. le groupe, ouais, je devais être en première terminale, un truc comme ça. Donc j'ai mon bac en 2009, et en 2010, on décide du coup avec ce groupe-là, avec les copains, on se dit vas-y, on va faire un concert à Bourlon quoi. Enfin, c'est moi l'idée venait de moi parce que, allez, donc il y avait le Café des Sports qui existe toujours, dont le patron qui s'appelle Vincent, et c'est toujours lui d'ailleurs, était fan de rock et de punk et tout ça, et du coup il faisait une fois par an un concert de rock dans son bistrot. Genre la fête de la musique quoi. Ouais, c'était pas forcément la fête de la musique je crois, mais il faisait toujours, souvent c'était du punk français qui venait, il y avait le groupe Brigitte Bop notamment qui venait, je sais pas si t'as connu ce groupe, qui venait d'Orléans mais il jouait souvent dans le coin, et bref il venait tous les ans jouer une fois quoi. Et du coup moi j'étais allé le voir et j'avais dit vas-y t'es chaud, on met une remorque de camion devant ton bar, je book 4 groupes de copains et puis on met une baraque à frites et on y va quoi. Du coup il était chaud donc on l'a fait, et en fait il y a eu quand même pas mal de monde, hein. Je saurais pu dire au moins 200 personnes. Et t'assurais comment ta promo déjà à l'époque? Bon à l'époque, alors moi du coup j'étais en BTS, en première année de BTS, et j'étais en BTS communication, du coup c'était aussi un peu un petit exercice pour moi, tu vois, donc je commençais à utiliser Photoshop, j'avais fait une affiche... la rouge, la fameuse affiche rouge. Ouais. C'est pas l'affiche rouge, pas la même, mais ouais, du coup c'est bien celle-là. Et on m'en parle souvent de celle-là. C'est vrai que elle est assez drôle. Si vous la retrouvez, vous pourrez la mettre en image. Ah mais vous pouvez la trouver sur Google Images. Je crois qu'elle est sur le site internet de Bourlon, dans la rubrique archives du Rockin' Bourlon. Et ouais, après c'est de la promo très locale, hein. On a fait de la promo que sur Cambrai, donc on a collé des affiches un peu partout. Il y avait déjà aussi les réseaux sociaux à l'époque, du moins Facebook. Et voilà, bref, du coup il y a eu plus de monde que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Et du coup je me suis dit tiens, ça a fait germer en fait l'idée vraiment du Rockin' Bourlon. Ça même si ça s'appelle, c'est officiellement le premier Rockin' Bourlon. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le premier Rockin' Bourlon. Et il y a eu une année blanche en 2011, et en 2012, c'est là qu'on est arrivé sur l'Abreuvoir. Donc j'ai greffé plusieurs amis au truc entre-temps, notamment Anthony Nunez, qui est toujours actif dans le festival. Et voilà. Ça, c'est un peu... Donc l'Abreuvoir qui est la place centrale de Bourlon. C'est ça, qui est du coup le site qu'on occupe toujours actuellement, sauf qu'on l'occupait pas de la même façon à l'époque. Ouais. Donc c'était vraiment remorque de camion qu'on se faisait prêter, il n'y avait pas de barriérage, c'était gratuit, c'était vraiment complètement ouvert en fait. Une journée, donc uniquement le samedi. Ça, c'est quelque chose qui est resté fort implanté dans l'ADN du festival, ce côté accessible, ce côté ouvert. Bah, c'est ça, à la base, en fait, l'idée des premières années, c'était de faire une programmation qui soit quand même assez grand public pour que des gens qui n'écoutent pas du tout ce genre de musique puissent venir et s'y intéresser un peu. En tout cas, proposer un spectacle de qualité quand même, mais qui reste accessible et qui amène en fait des gens différents, qui est autant des gens... habitués de ce genre de concert que des gens qui n'y connaissent rien et qui seraient jamais venus si c'était pas à côté de chez eux, en gros, quoi. C'était un peu le but. C'est resté le but, hein, sauf que ça a grossi. Un petit peu, ouais. Avec le temps, mais je pense qu'il y a quand même toujours cet élément qui reste dans l'ADN du festival, quoi. Indéniablement, ouais. Pour avoir participé en tant que festivalier à plusieurs éditions et maintenant être bénévole au sein du festival, effectivement, on peut pas nier le fait que... qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ce festival. Et même, c'est ce qui ressort généralement dans les retours des gens, en fait. Quand tu discutes un petit peu, ou tu vois les retours dans la presse, etc., c'est un peu ce qui ressort, et c'est plutôt cool. Ouais. Bah, puis aussi dans le fait qu'on ait réussi à fédérer beaucoup de gens, en fait, autour de nous. Mais ça, c'est un truc très important, justement, qu'il va falloir qu'on développe, justement, parce que l'aspect...
réussir à fédérer énormément de personnes des alentours avec autant de compétences différentes mais importantes dans la mise en place d'un événement pareil, que ce soit au niveau de la construction, de la mise en place, du transport, etc., c'est assez incroyable. Tout ça basé sur du bénévolat. Ouais, moi plus, ça me flingue toujours autant chaque année, hein. Parce que en fait c'est au-delà des... Je pense qu'avec le temps, les gens se sont attachés à l'événement. Et c'est même au-delà des personnes maintenant, en fait. Je peux dire, il y a pu avoir des années où j'ai demandé des coups de main aux gens. Et en fait, j'ai presque plus besoin de le faire parce qu'en fait, c'est les gens qui viennent d'eux-mêmes nous proposer des coups de main et qui viennent vers nous, en fait, en nous disant, tiens, je peux faire ça. Et du coup, on se dit, ah ouais, bah vas-y, c'est trop bien, fais-le. Ouais. Ah, vous restez ouvert justement aux propositions, aux innovations. Bah ouais, ça reste un projet quand même collectif, même si c'est moi qui suis à l'initiative, on va dire. C'est plus mon festival, en fait. Et tant mieux. Et tant mieux d'ailleurs. Et concrètement, le statut du festival, c'est un festival associatif. C'est une association, c'est la même. L'asso a été créée en 2011, et du coup, c'est la même asso depuis le début. Toi, t'es président de l'association. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, après on est je dirais une quinzaine environ, après c'est assez, ça varie des fois d'une année à l'autre, mais on est entre 10 et 15 à l'année, à faire des choses à l'année, et ensuite sur le festival, cette année on était à plus de 200 bénévoles, j'ai plus le chiffre exact, mais on est à 200 bénévoles, quoi. Ce qui est fou, parce qu'au départ, enfin, je veux dire 2012-2013, on était 30, quoi, 35. C'est ça l'évolution entre, tu dis 200 personnes sur la première édition, et là sur la dernière en 2024, c'était l'édition numéro 12. On est sur plus de 5000 personnes sur les 3 jours. C'est ça, ouais. Ça reste... Après, ça s'est fait par palier aussi, hein. Je pense pas qu'on aurait pu implanter ça en l'état de maintenant, bien sûr, d'un seul coup dans un village comme Bourlon. Là, pour le coup, ça aurait fait vraiment... Et comment ça s'est passé justement au niveau de l'ancrage local, à partir du moment où tu proposes dans un petit village comme ça de faire venir jouer des groupes, parce qu'en fait il y a eu une bascule entre le premier festival en 2010 et la création de l'association en 2011 attends, c'est quand déjà où il y a le... Après, on est passé à 2 jours en 2016. Ouais. En fait, ça s'est fait... Il y a eu plusieurs raisons. Ah, c'est ça, 2014, non? Quand il y a eu les plus gros noms qui ont commencé à popper? Ouais, 2014, il y avait des noms un peu plus gros, ouais. Mais en fait, en gros, ça a été un peu ma porte d'entrée vers l'organisation de concerts, le festival. De là... Bon, j'ai avancé dans mes études, j'ai fini par faire un master à Paris qui était dans la culture, qui s'appelait Politique et gestion de la culture, en Europe. Donc il y avait vraiment une dominante aussi internationale, européenne, qui m'a beaucoup intéressé à l'époque et qui fait toujours partie du coup, même très, très fort maintenant de ce que je fais tous les jours, quoi. Et donc quand j'étais à Paris, j'ai intégré une agence de booking qui s'appelle Dead Pig. Donc tu l'intègres? Ouais, je l'ai intégré à la base. Alors, à la base, j'intègre même pas Dead Pig, en fait. J'intègre les Stone Gatherings, qui étaient des concerts organisés par Dead Pig. Donc, Dead Pig, à l'époque, on parle de Dead Pig, c'est une personne, qui s'appelle Nico, qui maintenant a un peu arrêté le booking, mais qui avait créé Dead Pig. Donc, on est très rapidement devenus potes. En fait, moi, je l'ai contacté en lui disant j'aime bien tes concerts, si jamais t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à me dire, je suis chaud et tout. Et donc il me dit ouais ok, je te dis machin, et quelques semaines plus tard il me contacte en me disant que son cuistot du catering a une gastro carabinée véridique, et que du coup il a personne pour faire la bouffe, et il me dit tu sais cuisiner toi? Je fais bah ouais carrément, et donc 1 heure après j'étais en train de faire à bouffer pour le concert, et ensuite j'ai jamais quitté l'orga par la suite. Donc ça a été ma deuxième porte d'entrée dans la musique, donc qui s'est fait à Paris en fait. Et puis donc j'ai passé mon master, et en fait il a fallu que je fasse un stage. Et donc c'est Dead Pig qui m'a pris en stage, et j'ai commencé un peu à booker des groupes. Donc j'ai commencé avec des artistes assez modestes en fait, hein, qui étaient inconnus quoi. Et j'ai booké mes premières tournées comme ça, et à partir avec les groupes en tournée, en fait je bookais les tournées et je partais. C'est ça, ouais. Et je partais en tournée avec eux, je conduisais le van, etc. Je bookais les hébergements, enfin voilà quoi. Je faisais de la régie de tournée en fait. Enfin, c'est ça. À l'époque j'appelais même pas ça comme ça moi-même, mais c'est ce que c'était. Et là, c'est un emploi, t'étais employé par Dead Pig? J'étais stagiaire.
Stagiaire, ouais. Ouais, donc j'étais payé, hein, c'était un stage payé, mais ouais, j'étais stagiaire. Et du coup, ensuite, j'ai prolongé mon stage, hein, tu peux faire ça... des fois, c'est abusé quand c'est des grosses boîtes qui font ça, mais là, pour le coup, ça a permis à une asso comme Deadpeak de me garder plus longtemps, ce qui m'a bien été utile. J'ai fait un stage d'1 an, en fait. Tu peux faire un stage d'1 an comme ça, de toute une année scolaire. Et du coup, j'ai fait ça, et ensuite, j'ai continué. Après, j'ai commencé à continuer à bosser dans Deadpeak juste en étant agent et en touchant des commissions, en gros. Donc ça se fait en 2000, entre 2014 et 2016. Là, tu dois accumuler de la bouteille, de l'expérience. Donc c'est ça, pendant 2 ans, je découvre un peu tout ce milieu-là, en fait. Et forcément, bah, ça me donne accès à plus de contacts. Ça m'a permis d'étendre un peu mon réseau, et ça s'est ressenti avec le Rockin' Bourlon, parce que bah, c'est tout là est lié, en vrai. Bah, c'est ça, c'est là qu'au niveau de l'affiche, j'ai commencé à avoir accès à des noms un peu plus internationaux, etc. Jusqu'à 2016, où là, on a passé un cap en ouvrant un camping et en passant à 2 jours de festival. Puis au post-Covid, où là, on est carrément passé à 3 jours. À 3 jours, avec toujours le camping, et en ajoutant une deuxième scène qui a aussi été... qui a vraiment changé le festival, pour le coup. Et il y a aussi une évolution dans le style musical. Ouais. On peut dire qu'au début, on était plus sur un festival orienté stoner, doom, rock. Et là, vous avez petit à petit ouvert à des choses un peu plus extrêmes de... Ouais. Bah, extrême dans les deux sens. Extrême dans le métal, on va dire. Les trucs peut-être un peu plus vénères, mais aussi extrême dans les trucs expérimentaux. On fait des trucs, des fois, expérimentaux un peu hyper chelous, qu'on voit pas forcément dans tous les festivals. Et bah, en fait... Il y a 2 choses, je pense que déjà, forcément, personnellement, d'un point de vue programmation, forcément, je pense que je suis devenu un peu plus pointu avec le temps aussi, forcément, à force de programmer ce festival, bah, tu vois un peu ce qui marche moins ou mieux, etc. Et aussi, quand ce festival a été créé, puis bon, quand j'ai commencé aussi à booker des groupes et de l'orga de concert, j'ai évolué dans cette scène vraiment stoner, doom, qui en plus était en plein boom à l'époque. Il y a une dizaine d'années, c'était la mode à l'époque. C'était vraiment la mode, hein. Il y avait beaucoup de ça. Donc, par la force des choses, et en plus c'était aussi les styles vers lesquels moi, mes goûts allaient le plus. Et puis bah voilà, c'est comme tout, je veux dire, au bout d'un moment, ça reste une niche, tu fais quand même relativement vite le tour. Même si vous avez fait venir quand même des grosses têtes de cette scène-là, justement. Ouais, il en reste quelques-unes qu'on doit faire venir, mais oui. mais ouais, tu te retrouves vite un peu quand même enfermé, et puis le fait d'avoir une deuxième journée, puis surtout le fait d'avoir 2 scènes, là ça te permet d'ouvrir. Cool, c'est parce que quand t'as qu'une scène, en fait, mine de rien, ben c'est vite rempli une scène, et tu peux pas non plus aller dans tous les styles et faire un espèce de pot pourri qui n'aurait aucun sens, avec des groupes qui n'ont rien à voir entre eux, qui ramènent des gens qui n'ont rien à voir, etc. J'étais obligé de garder une cohérence et rester quand même sur un style, alors que là, avec 2 scènes et 3 jours, bah les possibilités, elles sont démultipliées. Ouais. Et tu t'en sers bien? Tu t'en sers bien? Bah, c'est pas toujours simple, parce que c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer, parce que du coup, tout le monde veut y jouer, dans le sens où on accueille tellement de styles différents que bah il y a beaucoup de groupes qui sont potentiellement intéressés qui seraient potentiellement intéressants pour y jouer. Mais bah voilà, par exemple, des groupes de grind, j'en mets 2 ou 3, des groupes de black metal, j'en mets 2 ou 3, etc. Du coup, bah il y a pas beaucoup de place. Donc c'est pour ça que c'est dur de parler du processus de programmation, parce que c'est beaucoup de choses qui sont dures à décrire. En gardant un cheminement avec le temps. Et en plus, vous restez ouvert aussi sur la scène un peu émergente ou locale. On peut dire que vous laissez toujours une petite place pour quelques groupes locaux qui peuvent avoir accès justement à des belles scènes comme ça, à des belles conditions. C'est super sympa, quoi. Bah ouais, sympa, je sais pas si c'est le mot, parce que je trouve ça normal, en fait. Surtout qu'avec... Alors, tu vois, l'idée vraiment de base, c'était en gros, de pouvoir donner accès à des concerts de rock de qualité à des gens qui aiment ça et qui recherchent ça, mais aussi à des gens qui connaissent rien, en gros. Et avec le temps, en fait, ça c'est un peu... Cette idée-là est restée, comme on disait tout à l'heure, mais quand j'ai eu la deuxième scène,
Et là, je me suis vraiment dit, en fait, ok, là, faut rassembler tout le monde, en fait. En fait, j'ai commencé aussi à en avoir un peu marre des festivals très spécialisés, même si, attention, il y en a qui sont très très cool. Mais en fait, plus je regardais ça, plus je me voyais mal faire un fest que de stoner, ou que de punk, ou que de machin. Et je regardais un peu, des fois, les petites querelles qu'il peut y avoir entre les scènes un peu de haut comme ça, en me disant, ouais, c'est un peu con quand même. Enfin, des fois, ça a pas trop de sens. Et du coup, voilà, c'est un peu le post-Covid, on va dire, du Rock in Bourlon. C'était un peu ça l'idée, quoi. C'était, vas-y, en fait, on va rassembler tout le monde au maximum. En tout cas, les gens qui, de mon point de vue après, mais ça a l'air de le faire, devraient plus travailler ensemble. Et, moi j'ai eu des retours de quelques personnes qui étaient un peu déstabilisées, tu vois. Ouais. Mais Après, de c'est façon normal. générale, je trouve que vraiment c'est une formule qui fonctionne. Bah fond, ouais, quoi. je veux dire, moi, quand je vois des gens du hardcore qui prennent leur claque sur Spectral Wound, qui est du pur black metal, je me dis, bah ouais, ok, c'est cool, voilà, c'est que ça le fait, en fait. Et ouais, pour l'instant, alors il y a aussi, je vois ce que tu veux dire, il y a des gens que ça déconcerte des fois, mais tant mieux en fait finalement. Ouais. Parce que dans l'ensemble, ça le fait. Et en fait, ce qui est super satisfaisant maintenant, et on en parlait avec plusieurs personnes de Rock in Bourlon là, après cette édition aussi, c'est de voir comment finalement il y a plein de gens qui sont venus à nous d'assaut local qui viennent de niches complètement différentes, mais qui viennent quand même à nous, quoi. Là où avant, ouais, par exemple, les gens du hardcore, on les voyait pas trop. Les gens du métal plus extrême, ils venaient pas trop. Puis là, depuis quelques années, ils viennent, en fait, parce que... Et il a suffi qu'on programme voilà, quoi, qu'il y ait une petite programmation, un ou deux groupes un peu plus extrêmes, et tout de suite, ça ramène d'autres gens, et en fait, ils se retrouvent à kiffer à peu près tout ce qu'ils voient, finalement. Et voilà, c'est vraiment une satisfaction parce que c'est l'idée du fest, c'est ça, quoi. Déjà à la base, quoi. Ouais. Et on est vraiment sur, donc tu disais la première édition, 200 personnes, la dernière édition, plus de 5000 personnes sur 3 jours. On est quand même sur un défi logistique assez conséquent. Tu vois, est-ce que tu pourrais développer avec nous un petit peu les différents défis que vous avez dû relever justement au niveau logistique, que ce soit au niveau local avec la municipalité qui a peut-être être puis impressionné de voir certaines masses de population débarquer dans le village comme ça en fait, et aussi les partenaires que vous avez dû développer au niveau des infrastructures, au niveau des scènes, au niveau du son, au niveau de la bouffe, au niveau des boissons, etc. quoi. C'est quand même un gros chantier maintenant. Ouais, ça me fait. Moi, j'hallucine toujours chaque année, pour être honnête, parce que finalement, je m'occupe surtout de la programmation. Après, on va dire que je coordonne des gens entre eux, mais finalement, j'ai l'impression que des fois, ils ont même plus besoin de moi et ils se coordonnent sans que j'ai plus besoin de... Et tant mieux, en fait. Parce que le truc se collectivise de plus en plus. En fait, chacun... ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme on a commencé, comme tu l'as dit, avec 200 personnes et qu'on est arrivé à 5000, ça s'est pas fait comme ça. Il y a quand même eu, du coup, là, presque 15 ans, en fait, entre les deux. Et les gens qui font la même chose depuis 15 ans et qui, d'année en année, le truc grossit, en fait, ils deviennent bons dans ce qu'ils font, quoi, forcément. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Moi, il y a des gens de ma famille, beaucoup de gens de ma famille, par exemple, qui se sont mis sur des trucs, qui ont dit, moi, je vais faire, je sais pas, le barbecue, et en fait, maintenant, le barbecue, c'est Mad Max, le truc. Carrément, c'est n'importe quoi. Voilà, quoi. Donc, chacun est devenu, je sais pas, par exemple, c'est ma mère qui gère toutes les commandes alimentaires, etc. Ouais, maintenant elle connaît tous les fournisseurs du coin, elle sait où elle doit aller chercher tel truc, enfin voilà. Et chacun du coup a un peu acquis une petite expertise à son niveau dans ce qu'il fait, et d'année en année c'est de plus en plus simple, quoi. Et après on a développé des partenariats aussi avec des gens, je sais pas, je pense à... Enfin je vais citer les noms, mais par exemple Catlin, qui est une entreprise de BTP du coin, ça fait depuis 2013, ouais, ça fait au moins 10 ans qu'ils nous filent les barrières ERAS. On en veut autant, on leur demande autant, ils nous en filent autant, par exemple. Et c'est des partenariats comme ça qui se nouent avec le temps, et il y en a plein, en fait, des comme eux qui nous aident. Ouais, des assauts de pompiers qui passent des assauts de pompiers qui nous louent du matos pour rien, une quantité incroyable de matos. Il y a des gens, ouais, brasserie locale, des gens de Bourlon qui ont une boîte, par exemple, qui répare des gros électroménagers qui nous filent du frigo. Enfin, voilà, c'est beaucoup de petits filons comme ça qui font que c'est possible, quoi.
Et au niveau... Et tu parlais de la masse de gens aussi, c'est ça? T'avais une question là-dessus? La Sur masse la masse de gens qui débarquent dans le village. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement au niveau de la, tu sais, de la mairie politique, est-ce que est-ce que déjà au niveau politique ça a évolué? Est-ce que quand t'as commencé, c'était peut-être pas le même bord politique qui était au pouvoir? Non, alors c'est le même maire depuis qu'on a commencé le festival. Bébé, une belle longévité. Ouais, bah après c'est ouais. Enfin là on parle là c'est plus s'il arrête, qui va reprendre quoi. Genre, ouais. On en est plus sur ces questions-là dans les villages. Mais ça a été bien accueilli dès le début. Après, voilà, j'étais pas un inconnu non plus dans le village. J'ai grandi à Bourlon, ma famille était originaire du village, donc j'étais déjà un peu identifié. J'étais dans le club de foot, j'étais animateur au centre de loisirs. Donc, enfin, j'étais un peu identifié quand même. Ça, je pense que ça a forcément aidé, quoi. J'étais pas quelqu'un qui débarquait de nulle part comme ça. Et puis à la base, voilà, c'était juste un camion sur la place devant le café, quoi. À la base. Voilà, après ça s'est organisé avec le temps. Non, on n'a jamais eu. Alors voilà, il y a forcément eu des fois des petits accros ça et là, mais dans l'ensemble, en tout cas, la mairie, elle nous a toujours soutenus. Ça, on peut pas dire le contraire, on a toujours été soutenus. Ils ont toujours mis le peu de moyens qu'ils avaient à leur disposition, ils nous ont toujours mis à notre disposition. Donc non, là-dessus, de toute façon, on pourrait rien faire s'ils étaient pas d'accord. Ils ont aussi pris un rôle de médiation quand il a fallu, quand certains riverains pouvaient être mécontents pour des raisons justifiées ou non d'ailleurs. Parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée qu'on est vraiment au centre du village. Ah, mais en plein milieu, ouais, bien sûr. Après, on est conscient que tu peux pas, tout le monde peut pas être satisfait de ça. Il y en a toujours que ça va déranger. Après, la réalité, c'est que l'immense majorité du village accueille l'événement d'un bon œil, voire participe à l'événement, voire est bénévole sur l'événement. Et en fait, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est surtout qu'on a beaucoup de bénévoles de Bourlon qui arrivent et qui s'inscrivent avec des profils totalement différents. C'est ça qui est cool. On a aussi bien des jeunes retraités qui arrivent et qui savent faire plein de trucs, mais qui ont besoin de s'occuper et qui, du coup... ils travaillent pendant des semaines. Ils sont bien potes, ouais. Ouais, ils sont tous potes, ils arrivent, et bon, voilà, c'est des gars qui aiment bosser, du coup, c'est cool, et ils ont aussi des choses à transmettre, quoi. Donc ça, c'est cool, et à côté de ça, aussi des jeunes qui viennent... Enfin, vraiment, ça va, les bénévoles, ça va vraiment de 16 à 70 ans, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, c'est super satisfaisant, quoi. C'est une grande force du festival pour moi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Cette force, justement, cette solidarité, cette envie de... Et puis le fait d'avoir une équipe bénévole différente, parce que c'est vrai que... Et c'est pas pour dénigrer les autres bénévoles des autres fests, hein, mais c'est vrai que quand t'arrives sur des fests, en général, les bénévoles, c'est que des... T'arrives sur un fest de métal ou de rock pour être bénévole, c'est que des métalleux, les gens. C'est que des gens qui viennent vraiment de la musique, qui sont là pour leur passion de la musique. Et c'est beau. Nous, on a ça, mais en plus de ça, il y a des gens qui, en fait, n'auraient presque rien à faire là, mais qui sont là et qui sont indispensables, en fait. Ouais, carrément. Et je trouve ça, ouais, c'est un truc que tous les ans, j'aime remarquer ça, quoi. Il y a une question qui découle automatiquement de tout ce qu'on vient de dire, parce que passer d'une petite orgue comme ça en un jour à un festival sur 3 jours avec un camping, 2 scènes, etc. C'est la viabilité économique du festival. En sachant que vous avez fait le choix pendant longtemps d'être basé sur du prix libre, chose exceptionnelle pour un événement d'une telle ampleur. Que là, dernièrement, exceptionnellement, ou parce qu'il fallait assurer un peu, vous aviez assuré un prix libre minimum, en fait, c'est ça, pour que... Comment ça se passe au niveau, enfin si tu peux aborder le sujet, si ça te dérange pas au niveau financier parce que on a quand même remarqué qu'après la période Covid, tout a explosé au niveau des prix, que le prix des groupes a aussi augmenté pour tourner. Est-ce que le prix des prestataires pour installer la scène, etc., les scènes, est-ce que c'est... Alors, il y a eu plusieurs... La question c'est ça, c'est est-ce que le prix libre du festival, c'est la seule source de revenus du festival? Alors, il y a plusieurs sources de revenus. Il y en a 3 principales. Surtout depuis 2020, enfin depuis même 2000... surtout depuis 2023, à vrai dire. En fait, avant, c'était gratuit, on est passé en prix libre. Le prix libre, pour te donner un ordre d'idée, on est péniblement arrivé à un peu en dessous des 5 € en moyenne. Et en fait, donc on a fait 2022,
qui était un peu un test. 2022, c'était la première édition à 3 jours. La première édition avec l'église d'ailleurs aussi, parce qu'on utilise l'église exact, depuis 2022, c'est vrai que j'en avais ouais. pas parlé, pour un concert. Mais donc première à 3 jours, première à 2 scènes, et on avait mis la scène, donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, elle était à 500 mètres de la grande scène sur une autre place, sur la place où avait eu lieu le tout premier Rocking Bourlon. C'était un peu un clin d'œil à la première édition, et alors c'était sympa. L'idée c'était que les gens se baladent plus dans le village. En fait, on s'est rendu compte après que c'était une erreur. Une erreur en termes logistiques, parce que du coup les gens n'avaient pas forcément le temps de faire les allers-retours. Puis la circulation, peut-être, qui devait être coupée dans le village, du coup. Ouais, donc, c'était chiant au niveau ouais. du plan de circulation. Bon, la mairie avait été grincé un peu des dents, et en fait on a compris qu'ils avaient raison de grincer des dents, parce que après l'avoir fait, on s'est rendu compte nous-mêmes que c'était avait été quand même assez chiant à gérer, et en plus de ça, au niveau financier, ça a pas du tout marché, parce que les gens étaient pas tout le temps sur le même site, ils bougeaient beaucoup. Ils pouvaient éventuellement... Enfin, on a perdu un peu... on a vraiment noté qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Ce qui a mené à une dette assez conséquente, hein, parce qu'on a perdu 40 000 € sur cette édition-là. Hein, donc c'est quand même, c'est quand même conséquent. Du coup, il a fallu réorganiser ça. Donc en 2023, on a décidé de ramener la petite scène beaucoup plus proche de la grande. Alors à la base, pour la petite histoire, ça devait être dans une pâture à proximité. Sauf que on n'a pas pu l'avoir au dernier moment pour une histoire de voisinage. Du coup, on a ramené la petite scène au cul de la grande, en fait, en gros. Et en fait, il s'est avéré que c'était la meilleure formule. C'est parfait. C'est de la vie générale, ouais. Quoi. Et on a aussi noté qu'en termes financiers, ça changeait tout. Parce qu'en fait, les gens, ils restent au même endroit, ils ne sortent... Alors, j'allais dire, ils sortent pas du site, c'est pas vrai, parce que ça n'empêche pas le public d'aller consommer dans les cafés du village et de faire fonctionner le commerce local, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on les gardait beaucoup plus au même endroit, donc c'était plus confortable pour eux, et en termes d'entrée d'argent, c'était beaucoup plus intéressant, les bars ont beaucoup mieux tourné. Et on a mis un prix libre minimum, dans l'idée de rembourser cette dette qu'on avait, tout en ayant mis un frein énorme sur les dépenses. Et on a réussi à quasiment rattraper cette dette en une seule édition. Et en fait, c'est là qu'on... Enfin, moi, personnellement, j'ai un peu une prise de conscience là-dessus. Avant, on faisait un peu toujours ça... Enfin, de façon un peu inconsciente, en se disant, ouais, ça va le faire. Et de toute façon, enfin, voilà, on faisait le budget, on se disait, ouais, c'est bon, ça le fait. Puis bon, en fait, quand ça commence à grossir avec les chiffres et tout, et là, quand tu te prends une dette de 40 000 € d'un coup, tu dis, ouais, ok, on va peut-être réfléchir un peu plus. Et ouais, du coup, le prix libre imposé, en fait, il est venu de là, et aussi parce que... Et c'est des discussions qu'on a eues aussi en réunion, tous ensemble, en disant qu'en fait, on pouvait pas prendre des risques aussi démesurés, aussi parce que c'est un festival en plein air, on est dans le Nord, hein, il suffit qu'on se prenne 3 jours de drache, le festival, il est mort. Ouais. Et voilà, du coup, on voulait un peu se mettre un matelas de sécurité, et on a tout de suite vu que c'est tout, en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Et en plus de ça, le festival étant presque, entre guillemets, victime de son succès, et aussi en faisant moi les programmations d'année en année, je me retrouve aussi presque coincé, ce qui est bien dans un certain sens, mais on est attendu au tournant sur la programmation tous les ans, donc je me dois de programmer des groupes satisfaisants pour les gens. Alors après, c'est pas que ça, hein, je programme pas en me disant tiens, les gens vont être contents. C'est aussi, mais t'en tiens compte, mais pas que. Et forcément, ça demande un certain... Des fois, il faut une tête d'affiche d'un certain calibre, histoire de ramener assez de gens, etc. Et tout ça, ça a des coûts, et les coûts, ils ont explosé. Ces 2 dernières années, ils ont vraiment explosé. Ouais. Et donc, en fait, voilà, le choix était de dire, ok, en fait, on continue à programmer ce calibre d'artistes, parce que déjà, c'est l'envie... Moi, c'est mon envie, et en parlant avec tout le monde, c'est un peu l'envie de tout le monde. Mais on veut garder quand même cette accessibilité au niveau du prix. Donc c'était un peu le juste milieu qui a été trouvé, quoi. Donc là, on est arrivé l'année dernière, c'était... alors, le pass 3 jours avec camping, c'était un minimum de 50 €, avec possibilité de donner plus. Ce qui reste quand même imbattable sur un festival de ce calibre-là. Alors, on monte à 60 cette année, parce qu'on n'a pas le choix, hein, parce que tout, comme tu le disais, tout monte. Et que ouais, c'est aussi une sécurité pour nous, et aussi parce que l'événement prenant de l'ampleur, on a aussi des nouveaux frais. Il y a des gens qu'on paye
en fait, parce que ben là, le travail, il arrive à une telle ampleur, et il y a des gens qui posent 15 jours de congé pour venir, quoi, pour bosser. Donc, en fait, on peut plus... Il y a des choses, il y a des pratiques, en fait, qu'on est obligé d'adopter, parce que sinon, ce serait pas correct, en fait, tout simplement. Et si on veut que le festival, il continue à fonctionner, ben, c'est des choses qu'on est obligé de mettre en place, quoi. Et tu parlais du coup des autres sources de financement. Donc il y a le prix libre, il y a les bars et il y a la bouffe. Alors, bar-bouffe, je les mets ensemble, hein, c'est Ouais. ce qu'on vend sur le site. Alors, ouais, du coup, ça c'est important dans le modèle économique. Donc, t'as les trois entrées d'argent, les places, la bouffe, qui en fait est la bouffe et bar qui sont la source la plus importante, Ouais. et les subventions, qui sont une source minoritaire, Ok. qui a été négligeable et qui, depuis 2 ans, n'est plus négligeable, mais reste quand même extrêmement minoritaire. Donc on est soutenu par le département, commune et intercommunalité. Pas encore la région, ça fait 2 ans qu'on essaye, mais ils veulent toujours pas de nous. Et c'est aussi une particularité, le fait que le bar et les restaurations soient gérés par nous. C'est-à-dire que la plupart des autres festivals passent par des prestataires. Ouais. Par facilité, entre guillemets, je peux comprendre, hein, parce que c'est beaucoup plus simple de louer juste un espace. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de bénévoles, en fait, parce que ça représente un vrai effort, en fait, de faire tout ça nous-mêmes. Enfin, surtout la restauration, parce que les bars, c'est moins compliqué. Mais c'est indispensable, en fait, au modèle économique du festival, quoi. Parce que si on donnait nos marges, entre guillemets, à des stands, bon, ça tiendrait pas, quoi. Et ça nous permet aussi ça participe aussi à l'ambiance, je trouve. ah, carrément. Le fait qu'on fasse nous-mêmes la bouffe, ça c'est enfin, franchement, j'hallucine tous les ans des commentaires des gens sur la bouffe. J'ai l'impression que c'est aussi important que les groupes. Il y a des classiques maintenant. Il y a des classiques. Ouais. C'est clair. Il serait malheureux à mon avis. Quid justement de la crainte que certaines personnes peuvent ressentir à l'idée de voir un événement d'une telle ampleur, enfin avec une histoire, avec une âme, on peut dire, hein, grossir. Quelle est la limite? À quel moment, tu vois, on a tous le même exemple en tête, hein, tu vois, d'un événement qui était cool et qui est devenu insupportable, quoi, tu vois. Est-ce que ça te fait peur, ça? Est-ce que Non, ça me fait pas peur, parce que en fait, nous, on a un truc qui, je pense, va mettre une... En fait, c'est même pour le coup une discussion qu'on a depuis longtemps, qui est jamais finie, en fait, à l'intérieur de l'asso, sur la taille du festival. Et tout a été évoqué, hein. Honnêtement, on a parlé de tous les scénarios possibles et imaginables, savoir ce que chacun en pensait, et aussi ce qui était possible ou pas, hein. Et la conclusion, c'est que on peut pas quitter l'abreuvoir. En tout cas, clairement, si jamais ça vient à se faire, ce sera dans longtemps. Parce que déjà, ce site, il est devenu emblématique, en fait. Enfin, moi, je tends à penser qu'on peut pas le quitter. Bah, c'est un cadre qui est quand même assez bah, déjà, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. En plus, il est dans le village, et c'est-à-dire qu'il a ces deux aspects. Et il fait partie aussi du festival, ce site, et on pourrait pas s'en passer presque. Et la limite au niveau et la limite, elle est humaine, en fait. C'est la discussion justement qu'on a eue dans l'asso, c'est ça, c'est que déjà, en fait, on commence seulement à arriver à avoir ce site-là tel qu'il est depuis 2023, donc seulement 2 éditions finalement, avec les 2 scènes comme ça, dos à dos. Là, on arrive seulement à une jauge pleine, et encore, c'est même pas plein. Genre le samedi, qui est notre plus grosse journée, là, on était plein, mais on était en fait, en comptant le turnover, on aurait pu encore vendre des tickets, en fait, à vrai dire. Donc on est pas. C'est une limite aussi. Bah, le site, c'est la jauge du site, quoi. Tu vois, on a une jauge à 2004 à peu près, et l'idée, c'est que on passe pas au-dessus de ça, quoi. Ouais. Et en fait, c'est aussi des moyens humains, parce que tu vois, par exemple, je te disais, on gère la restauration est gérée en interne, tout est géré en interne. Bah, en fait, aussi, c'est beaucoup de bénévoles. Ouais. Et en fait, les gens, ils ont aussi des limites, et nos équipes, elles ont des limites. Et en fait, l'idée, c'est pas d'exploiter des bénévoles, quoi. Donc là, on a un site qu'on maîtrise bien, de mieux en mieux, d'année en année, on le maîtrise mieux. En fait, on reste sur ce site, et à la limite,
même la discussion. Alors après, c'est un truc qui va pas plaire à tout le monde, je pense. D'ailleurs, il y a déjà même des petits commentaires sur les réseaux là, que j'ai vu passer là-dessus. Mais tant pis, c'est qu'on préfère être complet, en avance, mais rester de cette taille-là, bah tant pis s'il y a des déçus, c'est pas grave, quoi. Parce que au moins, on restera quand même fidèle au festival, et aussi nos équipes, bah elles savent exactement. Nous, si on est complet les 3 jours en pré-vente, à la limite, pour nous, c'est tout bénef. On sait exactement combien de gens viennent, on sait exactement quel stock on doit avoir. C'est le scénario parfait pour nous, finalement. C'est plus confortable au niveau de l'organisation. Bah bien sûr. Donc après, je peux comprendre que ça puisse en frustrer certains, mais on risque d'arriver à cette situation dans les années à venir. Où tu auras vendu toutes les places avant d'annoncer l'affiche. Ah, avant d'annoncer l'affiche Non, j'en suis pas là. Je pense pas. En tout cas, avant l'événement, quoi. Je pense que sur un samedi, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir. Après, on verra bien. Mais c'est possible, parce que là, on s'en rapproche, on le voit bien, quoi. Par exemple, le camping était complet cette année. Donc il y a des indicateurs comme ça où on voit que... Mais voilà, l'idée c'est que changer... En fait, grossir, pour répondre vraiment à ta question, ça impliquerait de changer de site. Et changer de site, c'est un défi humain, déjà. C'est un défi financier. Et en fait, l'asso, elle a pas les reins assez solides pour faire ça. Et je pense que de toute façon, personne n'a vraiment envie de faire ça dans l'asso. C'est pas le but. C'est pas un festival de professionnels à la base. C'est un festival de passionnés, amateurs, qui est devenu professionnel avec le temps, mais qui reste quand même sur des bases DIY, amateurs. Je veux dire, je te disais qu'on avait embauché des gens. Il y a 5-6 personnes qui ont été embauchées, quoi. Donc c'est rien, finalement. Et c'est embauché pendant le temps du festival ou à l'année Pendant le temps, non, à l'année, il n'y a personne. Non. Moi, je suis payé pour ma programmation depuis cette année. C'était la première année, mais c'est tout. Sinon, c'est de l'intermittence ou des techniciens qui viennent travailler sur l'événement. Et tu sais s'il y a eu des retombées positives sur les commerces du village, par exemple, parce que ça devait tourner, la petite supérette, le bar et tout. Surtout la supérette qui, forcément, avec le camping, récupère beaucoup de monde. Et le bar aussi, le bar qui fait tabac, donc il y a le côté tabac, il y a beaucoup de gens qui viennent boire des cafés, même boire des coups dans la journée. Donc, non, tout le monde en profite un peu, et tant mieux, de toute façon. L'idée, c'est pas de faire un festival... Si c'est en plein milieu du village, c'est aussi pour que le village en profite, quoi. Je veux dire, sinon, on ferait ça dans un champ, sous un chapiteau, comme un festin un peu lambda, et voilà, quoi. Gros big up, du coup, à tous les bénévoles, quoi. Ça, je pense qu'on l'a bien noté, hein, toutes les personnes impliquées dans l'organisation et puis la gestion de l'événement au fur et à mesure, quoi, parce que c'est quand même un gros taf en amont, pendant l'événement et après l'événement, ce qui est... Je te confirme. Parce que ça regroupe énormément de corps de métier. C'est ce qui m'avait marqué, moi, en venant cette année comme bénévole. Parce que même la sécurité est gérée par l'événement. Alors ça dépend, on a deux sécurités, t'as la sécurité de palpation à l'entrée, ça c'est une entreprise de sécurité déclarée en préfecture, professionnelle, etc. Mais ça, t'as pas le choix de toute façon. Tu fais pas faire de la palpation à tes bénévoles, quoi. Déjà c'est illégal, et puis c'est quand même une responsabilité qu'on n'a pas envie de donner à des bénévoles. Les bénévoles, ils gèrent tout ce qui est les petits contrôles d'accès sur site, et ils gèrent la sécurité des scènes, qui est quand même un gros morceau, surtout que maintenant... la grande scène, par exemple, c'est que t'as quand même pas mal de monde devant, donc c'est un peu eux qui vérifient déjà si tout le monde va bien dans la foule, qui réceptionnent les gens qui slament, etc. Donc ils ont un rôle bien important. Il y a une chose aussi importante qui est pas forcément mise en avant par le festival, mais qui est ancrée dans l'ADN et reconnue maintenant, c'est son engagement. Au niveau, je dirais, politique, au niveau social, on va dire. Hein. Et comment ça s'est mis en place? Est-ce que c'était des valeurs qui étaient présentes dès le début? Est-ce que c'est au fur et à mesure, en discutant avec les bénévoles et les personnes qui interviennent au sein du festival? Parce qu'on sait pertinemment maintenant qu'au Rock in Bourlon, on verra jamais quelqu'un avec un t-shirt problématique, le comportement merdique qui sera automatiquement jarté par la sécurité. On est vraiment sur la création d'une zone la plus safe possible pour les personnes. C'est l'idée. Alors, c'était là depuis le début, parce que de toute façon, tu vois bien l'idée du festival. Clairement, c'est pas un grand projet pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. À la base,
c'est une idée de partage et d'ouverture, en fait. Juste l'idée de base, c'est juste ça. Après, c'est pas un festival qui est purement politisé, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on écrit, on n'est pas, enfin, il n'y a pas de prosélytisme à l'intérieur du festival ou même dans la communication. Bah, tout simplement, le fest a avancé, a grossi, a ramené de plus en plus de gens, et puis on s'est rendu compte, bah, forcément, plus tu ramènes des gens, plus il peut y avoir des comportements problématiques. Ouais. Et puis il y a aussi une chose qui existe dans la scène métal et rock, un peu, enfin, dans un peu toutes les scènes, même si certaines d'entre elles sont plus concernées que d'autres, qui est le problème des idées d'extrême droite, voire vraiment des idées génocidaires, etc. Et on a pu noter, ça et là, des t-shirts qu'on n'avait pas envie de voir, donc soit de groupes, soit carrément des t-shirts politiques d'extrême droite avec des messages tels que défendre une Europe blanche, etc. Donc attention, hein, toute proportion gardée, je veux dire, on n'a pas vu des armées de gens arriver avec ce genre de choses, mais on a pu le noter, ça et là. Et donc c'est un peu une vigilance qui s'est installée parce que on était assez unanime dans l'assaut pour dire ok, ça c'est pas ok, on veut pas que ça se développe. C'est aussi des choses que moi-même et avec certaines autres personnes qui font partie de l'orga, qu'on avait vu dans d'autres festivals où au final personne leur disait rien et puis d'année en année ils sont de plus en plus nombreux jusqu'à ce que ça finisse par être hors de contrôle. Et donc ça c'était une chose, et puis déjà de base c'est quelque chose qu'on voulait pas voir. Donc en fait, on a mis en place une veille là-dessus, tout simplement. Ouais. On a mis en place une veille là-dessus avec les bénévoles. Après, alors ça n'a pas été parfait, il a fallu qu'on trouve le bon fonctionnement là-dedans pour que ce soit efficace pour nous. En tout cas, on a toujours voulu le faire aussi avec une certaine bienveillance. Quand je dis une certaine bienveillance, c'est-à-dire de doser la réponse par rapport à ce qu'on voit. Ça a toujours été important parce que je pense que ça fait aussi partie de l'ADN de l'événement, de pas forcément fermer la porte à tout le monde, mais certains, en fait, en s'adressant à certains, on se rend compte que avec une discussion, on arrive déjà à les faire avancer un petit peu, ce qui est cool. Mais ouais, c'était important et c'est devenu de plus en plus important en fait au vu de l'ampleur qu'a pris l'événement. Et aussi au vu en fait que c'était aussi une demande de certaines personnes du public qui venaient à Bourlon et qui ont commencé à nous dire qu'en fait, elles venaient là parce qu'elles se sentaient en sécurité, ce qui nous a forcément fait plaisir, mais qui nous a aussi forcé à faire en sorte que ça continue, quoi. Donc voilà. Enfin, après, on le met pas en avant, comme tu dis, parce que... les termes sont mis à l'entrée, déjà. Tu sais oui, à l'entrée, bien sûr. À l'entrée, c'est clair et net. C'est dit noir sur blanc qu'il n'y a pas qu'on n'accepte pas les messages de haine à l'intérieur du festival et que tout comportement discriminatoire vaudra exclusion du site. Voilà. Et c'est effectif, pour le coup. Ouais, c'est effectif. C'est effectif. Après, c'est pas non plus quelque chose qu'on a envie de revendiquer parce que c'est pas une chose qui se revendique. Non, mais vous le faites pas, mais ça tourne en fait. Tu vois, les gens en parlent et ils savent pertinemment que on voit les commentaires des moments sur des publications comme quoi le Rock in Bourlon c'est pas ouvert à tout le monde parce que tu vois. Il y en a un qui s'acharne un peu. Ah ouais, oui, je suis bien marré sur des publications. Enfin, et les réponses sont toujours comme il faut. Non, je trouve ça top de réussir à maintenir quelque chose d'aussi important dans un événement qui a tendance à grossir et à accueillir beaucoup de personnes en fait. En fait, ce qui est le plus satisfaisant, je pense, là-dedans, c'est que c'est tout le monde qui le fait. Ouais. Et c'est qu'en fait, nous, des fois, il y a des trucs qui nous sont ramenés de gens du public et aussi qu'on n'hésite pas à venir vers le staff. Les gens n'hésitent pas à aller vers le staff en disant « j'ai vu ça, il s'est passé ça », etc. Et ça, c'est très important parce que ça prouve que, en fait... il n'y a presque pas d'orga et de public par moment à Bourlon dans un certain sens. Il y a juste, j'ai pas envie de dire une famille parce que ça fait vraiment un peu con dire ça, mais c'est un peu vraiment une communauté en soi, Bourlon. En fait, j'ai l'impression, c'est ouais, des fois il y a, comme je disais, il y a presque plus. C'est un tout quoi. C'est pas tout le monde fait partie du truc en fait quoi. Si tu viens au Rock in Bourlon, si t'y es, t'en fais partie. C'est un peu ça quoi.
Bah, on peut dire que c'est quand même un événement qui a changé ta vie, du coup. Ouais. Et qui drive un petit peu ta vie depuis plus de 10 ans, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça, ouais. Après, ça a été aussi un peu l'inverse des fois, parce que autant il a pu driver certains trucs, autant je m'en suis aussi un peu servi, entre guillemets, parce que vu que je travaille, mon travail, enfin, ce qui me fait manger, c'est de booker des tournées, principalement. Bah, il y a forcément un lien avec ça, donc forcément que oui, quand je bookais des tournées, je savais que cet artiste-là, je pouvais le faire jouer à Bourlon, par exemple. Mm. Donc ça m'a aidé aussi, dans un sens, le fait que le festival prenne un peu d'importance, ça a pu aussi être un atout pour moi, forcément, quoi. Ça, c'est sûr. C'est... Et à l'inverse, le fait que je travaille, que j'organise des tournées, a pu être un atout aussi pour, pour le Rock in Bourlon, quoi. Par exemple... Non, c'est bien Par complémentaire, hein. exemple, je sais pas, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui voient le Hellfest d'un très mauvais œil. Bah, moi, j'ai tendance à nuancer ça, parce que, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui pourraient pas se faire sans eux, en fait. Mm. Et ça, faut aussi savoir le reconnaître, quoi. Genre, Bah, genre, certains groupes auxquels on a accès, parce qu'ils viennent en Europe parce qu'ils pour viennent aller en au Europe Hellfest. pour aller au Hellfest. Certains groupes où le Hellfest avait signé une exclusivité, par exemple, pour les avoir uniquement en France, et ils acceptent exceptionnellement pour Bourlon de les laisser jouer à Bourlon. Et ça, c'est pas n'importe. Enfin, parce que, clairement, tout le monde, oui, tous les festivals c'est ne un feraient pas festival ça. où tu vas quasiment tous les ans en tant que tourneur, en fait. T'accompagnes souvent des groupes, Pas forcément tous les ans, mais oui, en tant que tourneur, je suis amené à travailler avec eux, ouais, bien sûr. On va pouvoir en Ouais. discuter tout ça. Ouais. On va conclure un petit peu sur Rocking Bourlon. Je pense qu'on a bien développé. Merci pour tout. T'es déjà en train de travailler sur la programmation. Ouais. J'imagine que tu vas rien lâcher au niveau exclu. Bah, j'ai rien à lâcher là, parce que. Non. Bon, on aura tenté ouais. le coup, hein, tu Ouais. vois. Mais, Bah, non. ouais, donc on espère que ça va rouler. Encore un gros big up à tous les bénévoles. Franchement, j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait de l'intérieur et franchement, trop bien. Bisous Adrien et Zelda. On va partir un petit peu du coup sur le côté professionnel justement parce que c'est aussi super intéressant. T'as beaucoup roulé ta bosse hein, en Europe au-delà. Tu connais autant la scène DIY et les scènes pro, deux univers bien différents mais aussi complémentaires en fait hein, parce que c'est quand même deux choses Clairement. Ouais. qui se complètent. Quels sont les endroits qui t'ont le plus marqué? Les endroits, tu veux dire. Étant donné que t'as beaucoup voyagé, t'as fait beaucoup de festivals, beaucoup de lieux, ou des pays, des scènes qui t'ont vraiment... Bah, moi, c'est clairement la Pologne. C'est en scène. Alors, pour une raison principale, c'est que. Alors, après, voilà, sans vouloir idéaliser, c'est jamais parfait nulle part, mais il y a une certaine cohésion là-bas qui m'a quand même marqué et que j'ai pu noter par exemple autour d'un festival qui s'est monté il y a quelques années qui s'appelle le Mystic Fest, qui est un peu, on va dire, dans le paysage polonais à la place que le Hellfest peut avoir en France, à part que c'est beaucoup plus récent, le Mystic Fest, et plus petit en termes de taille, même si c'est déjà un festival avec 5 scènes, mais la plus petite a une jauge de 400, voilà, pour donner. Et là, donc je sais même plus quelle est la jauge exacte, mais c'est peut-être la taille du Motocultor, peut-être un petit peu plus grand, pour avoir un ordre d'idée. Et ben, moi, donc la première fois que j'y suis allé, quand ils ont créé le fest, ça faisait 8 ans que je tournais et que j'allais en Pologne régulièrement en tournée. Et en fait, j'arrive à ce festival et je me rends compte que tous les gens qui y travaillent et tous les gens qui sont responsables de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, et ben c'est ce gars-là qui organise des concerts à Cracovie que je connais depuis des années. Et puis l'autre, c'est celui qui organise à Poznan. Et puis l'autre, c'est celui de Varsovie. Et en fait, c'est tous les acteurs de la scène assez DIY finalement, qui se sont mis qui ensemble. en fait, bah, je sais même pas comment c'est passé exactement. Est-ce qu'ils se sont mis ensemble ou est-ce qu'on les a appelés et qu'ils ont tous répondu présent? Mais voilà, il y a une espèce d'entraide et tout comme ça dans cette scène-là et de mentalité de fonceur complètement ouf des fois, quoi, qui m'a un peu fait penser à la mentalité du Nord en fait, dans un sens. C'est pas un hasard, je pense, les Polonais dans les mines et tout, à mon avis, il y a un délire.
Mais ouais, voilà, j'aime bien j'ai beaucoup aimé ça, quoi. D'ailleurs, à la Genre, en fait, édition, c'est impossible, mais on s'en fout, on le fait quand même, tu vois. Ouais. Et je trouve ça, ouais, ça m'a pas mal marqué, et c'est vraiment une des scènes que j'aime le plus à l'heure actuelle, ouais. Et oui, il y avait des Polonais à Bourlon cette année. Ouais, t'en avais. C'est la première fois. C'était la première fois, Il y en c'était avait, très bizarre. il y avait trois ou. Il y en avait trois, ouais. 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 Dans des styles assez différents d'ailleurs. C'était l'idée. Alors, Et aussi parce que c'est une scène ultra riche, pour finir sur la Pologne, après j'arrête, promis. C'est une scène ultra riche en termes de musique. Moi j'ai pris des claques énormes sur des groupes de première partie inconnus. D'ailleurs, il y en a 2 qui ont joué à Bourlon cette année. Il y a des ovnis juste qui sont criminellement inconnus et qui viennent de là-bas, quoi. tu gardes cette appétence pour la découverte de nouveaux groupes malgré tout. Ça fait des années que tu fais ça, tu gardes toujours l'appétence, peu importe les lieux où tu vas, que ce soit dans des plus petites salles ou même des cafés-concerts. C'est souvent dans les plus petites que tu découvres Ouais. les trucs les plus dingues, hein, en général. Ouais. Ouais, si, carrément. Bah, en même temps, sinon, ce serait dur de continuer à faire ce que je fais, quoi. Et justement, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne connaîtraient pas un petit peu ce que tu fais comme métier, enfin, le cœur de ton métier en tant qu'agent, booker, tourneur, etc., tu peux expliquer un petit peu ce que tu peux faire pour un groupe, quel genre de groupe tu accompagnes, qu'est-ce que tu fais pour eux? Bah, alors après, ça dépend aussi de chaque artiste, hein, mais en gros, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut un intérêt mutuel de travailler ensemble, hein. Ça, c'est la première chose. Après, moi, qu'est-ce que je fais pour un groupe? Bah, je leur permets, en gros, l'idée, c'est que je leur permets de défendre leur musique sur scène en fonction de leurs possibilités, de leur notoriété, etc. Après, il y a plein de curseurs qui vont changer selon chaque artiste. Et l'idée, c'est de leur trouver les choses les plus adaptées, les choses qui vont les aider à atteindre leurs objectifs, quoi, tout simplement. Donc, bah, selon ce qui est cohérent, essayer d'atteindre tel festival, parce que c'est dans tel festival, on se dit, il faut qu'ils jouent là-bas pour telle raison, ou booker des tournées en fonction de leur sortie, etc. En fait, c'est juste accompagner l'artiste dans tout ce qui est le côté live, et le coordonner en fait avec ce qui se passe avec ce qui se passe par ailleurs en termes de sortie d'albums, etc. Donc parfois ça peut toucher presque au management parce qu'il y a des discussions à avoir, des décisions à prendre. Parfois c'est plus de l'exécutif, on va dire. Enfin, je suis plus un exécutant où le groupe sait déjà ce qu'il veut, où il y a un manager qui me donne des directives assez claires. Ça dépend. Mais en tout cas, l'idée c'est juste de proposer des artistes à des promoteurs, en gros, donc des organisateurs de concerts ou de festivals, et de leur expliquer pourquoi ils devraient faire jouer ce groupe, quoi. Ok. Et on est donc, à partir de là, dans la sphère professionnelle de la musique. Ouais, après, tu vois, ça, enfin, oui, c'est un métier. Après, moi, j'ai commencé à le faire un peu... Enfin, quand j'étais stagiaire. Après, une fois, j'ai commencé à prendre mes commissions quand j'ai arrêté d'être stagiaire. Mais pour me faire un vrai revenu avec ça, il m'a fallu... Enfin, et un vrai revenu, tout dépend ce qu'on entend par là. Mais il m'a fallu peut-être, 4 ans. Ouais. 4-5 ans avant d'arrêter de faire des tafs à côté, quoi. Donc, et comment... Après, c'est aussi moi qui ai décidé, tu vois, de faire ça un peu en indépendant, parce que Deadpig étant une petite agence, j'ai toujours évolué dans ce truc de petite agence. Alors même si j'étais amené à travailler avec des plus grosses agences, c'était que j'étais quand même au sein d'une entité assez petite, qui du coup, bah voilà, a ses avantages et ses inconvénients. On fait plus ce qu'on veut, mais il y a les questions de finances peuvent être plus compliquées parfois. Et ça m'a amené à rejoindre du coup plus récemment une agence plus importante. On allait en parler justement, ouais. Bah si tu peux, vas-y, n'hésite pas, quoi. Ouais, bah non, en gros ça fait 10 ans que je fais ça. J'arrivais un peu à un plafond, parce qu'en fait, bah voilà, ça reste du relationnel, hein, ça reste du réseau. Le réseau, ça s'entretient, mais parfois on arrive un peu à une limite. Plafond de verre. Un plafond de verre. Et en gros, j'étais un peu coincé et il fallait que je puisse avoir accès à des sphères un peu plus hautes, on va dire, pour accompagner des artistes, pour continuer à pouvoir accompagner des artistes que j'accompagne depuis le début, et qu'en fait j'allais finir par perdre si j'étais pas capable de leur offrir des plans et des opportunités à la hauteur de ce qu'ils font. Est-ce que c'est pas un peu des choses que tu as vécu, ça?
avoir fait démarrer des groupes et à partir du moment où ils commençaient à être plus gros, les voir récupérer par Ah, bien d'autres, sûr. C'est arrivé plusieurs fois, Ouais. c'est bien pour ça que j'en suis arrivé à cette conclusion. Bah, c'est même pas moi qui en suis arrivé à la conclusion, c'est la vie qui m'a dit, t'as vu, ça marche comme ça en fait. Bref, du coup, je me suis rapproché de, à vrai dire, la seule agence avec laquelle j'avais envie de travailler dans les agences plus importantes, donc en l'occurrence Doomstar. Et je leur ai dit ce que je viens de te dire en fait. Et ils m'ont dit, bah vas-y, viens. Et voilà, du coup. Bah, big up déjà, c'est du cool. coup, ouais, c'est cool. Après, Donc t'as pu amener une partie de ton roster. une partie, et, ouais, et j'ai commencé à travailler avec d'autres artistes que du coup m'ont confié entre guillemets. Alors qu'est-ce que ça change justement de Qu'est-ce passer que ça change? ouais. Bah déjà ils ont un super bureau avec des super gens qui sont super compétents pour faire tout ce que moi je déteste faire, donc tout ce qui est l'administratif. Mhm. Donc ça m'enlève toute une partie du travail, et aussi des gens qui ont des compétences juridiques par exemple, qui des fois me faisaient défaut, tu vois, parce que là quand tu commences à booker des artistes qui prennent un peu d'ampleur, bah les cachets ils grossissent un peu. Alors pour l'instant je suis pas sur des trucs non plus hallucinants, mais bah voilà, il y a des questions qui rentrent en jeu. Par exemple, dès que tu dépasses un certain cachet dans certains pays, il y a les impôts qui doivent passer, tout ce genre Ah, de faut choses. connaître, Moi, où là, waouh, d'un seul coup, ouais. ça commence à me dépasser. Bah eux, c'est des compétences qu'ils ont dans l'agence, donc ça me permet de pouvoir mettre ça entre les mains de quelqu'un dont c'est le taf. Et puis au niveau du réseau, là, on est 8 agents, et je suis clairement là le plus modeste pour l'instant. 8 agents dans la boîte qui sont basés un peu partout. Il y a un mec en Hongrie, il y en a 2 en Allemagne, il y en a un en Angleterre, il y a moi en France. Donc en fait, ça donne, avec une réunion par semaine, si tu veux, t'as toutes des connexions comme ça qui se font. Ouais, Moi-même, ça je échange fais des plans, enfin, voilà, moi, ça- quand j'ai des bons plans, j'en fais profiter. Ouais. Voilà, j'en fais profiter les autres, et les autres font profiter leurs plans. Et en fait, il y a tout un échange d'infos comme ça qui se fait, auquel j'avais pas accès avant, et qui, du coup, change pas mal de choses, ouais. Donc t'es satisfait pour l'instant? Bah ouais, ça fait respirer un bon coup, Non, quoi. bah, trop bien. C'est comme Est-ce si j'avais que ouvert la fenêtre un peu, est-ce quoi. qu'il y a un changement de statut où avant tu disais par exemple que t'étais plus payé à la com, est-ce que maintenant dans une boîte Non, plus c'est grosse pareil, comme ça c'est le milieu des agents, ça marche à donc la il n'y a com. pas de fixe, ça marche pas Non, comme, non, la plupart des agents sont payés à la com, comme des commerciaux, en fait. Au final, dans un sens, c'est ce qu'on est, hein. Ouais. On peut le voir comme ça, j'essaye de pas trop le voir comme ça, mais ça reste une commission sur un truc que tu vends, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un côté polyglotte à avoir un petit peu Ouais. Bah, tu te débrouilles polyglotte, non. Juste, faut parler anglais. C'est tout. Après, moi, j'ai appris à parler anglais super jeune, parce que je matais tous mes films en anglais et que je voulais absolument savoir parler anglais parce que je voulais absolument voyager en Europe beaucoup. Enfin, c'est toujours un truc qui m'a intéressé, quoi. Après, si tu parles d'autres langues en plus, c'est cool. Genre, je sais pas, après, dans le métal, si tu parles allemand, norvégien, suédois ou polonais, c'est cool, quoi. C'est pas obligatoire. Ça j'ai jamais été un frein. Non, bah, non. Avec avec des l'anglais. artistes que tu accompagnais par exemple qui viennent de Non, bah, les musiciens, quand même, ils parlent tous anglais, hein, quasiment. Une fois, j'ai conduit des japonais qui parlaient pas trop anglais, mais finalement, c'était quand même cool. C'était un très bon souvenir. Est-ce que tu aurais comme ça des anecdotes, on parlait de lieux, mais aussi de rencontres que tu as pu faire avec des groupes, avec... parce que je te sais sensible à une certaine scène black metal, quoi, tu vois. C'est toi-même qui m'en a parlé. On a reçu un gros amateur de black metal déjà sur Colloquium, Antoine, Ouais. quoi, qui nous parle un petit peu de cette scène qu'on connaît pas forcément. Et c'est toi qui m'as parlé justement, tu vois, de tout le côté black metal antifa. T'as tourné, tu nous as fait découvrir Witching par exemple dans la région où je me suis pris une claque monumentale, quoi. Et ah voilà, est-ce qu'il y a comme ça des groupes, des scènes qui t'ont marqué? T'en as profité pour les booker aussi au festival, c'est ce que tu disais, quoi. Mais entre les lieux et les groupes que t'as pu rencontrer, est-ce que il y en a qui t'ont... Hmm, J'essaye de ça. Par où je prends ta question? Mais, enfin, du coup, tu parlais du black metal. Allez, allons-y. T'es amateur déjà. Ouais, j'adore le black metal, mais alors après, c'est marrant parce que c'est un truc. J'y suis venu finalement assez tard par rapport à d'autres, quoi. Enfin, au départ, j'écoutais plus des trucs plus old school que ça. Mais ouais, c'est une scène qui est épineuse, on va dire, quoi, qui est pleine de contradictions
et de sales cons, on va pas se mentir. Mais ce que tu décris, ouais, c'est genre, t'as toute une frange de la scène qui se revendique Antifa, aussi beaucoup en réaction à la vieille scène qui est un peu, pour une bonne partie d'entre elles, réactionnaire et qui ne s'est pas arrangée avec le temps. Mais même au-delà de ça, enfin, c'est très cool qu'il y ait ça et ça fait beaucoup de bien. Mais en plus, enfin, même au-delà de ça, il y a toute une nouvelle, on va dire, génération de groupes de blagues qui en fait sont au-dessus de ça et qui, sans politiser forcément leurs propos, vont pas non plus tomber dans des attitudes très bas du front viriliste qu'on peut voir dans le black metal quand même du début des années 90 et qui sortent de ça en fait. C'est-à-dire qu'ils sont capables de garder ce qu'il y avait de bon dans ces groupes-là, qui était juste la musique en fait, et après d'emmener ça ailleurs avec et finalement tout en gardant quand même ce côté d'attachement aux racines, etc., mais sans mettre de choses nauséabondes derrière. Et je pense un des meilleurs exemples, ce serait Fluisterars, qui a joué à Bourlon cette année, et qui est vraiment un bon exemple, parce que voilà, c'est pas un groupe qui est politisé à proprement parler, mais en tout cas, tu les verras jamais jouer avec des groupes hyper tendancieux, et ils ont cette capacité finalement à faire écho à des thèmes du black metal qui peuvent souvent être nauséabonds ou politisés de façon nauséabonde, alors qu'en fait, de façon lambda comme ça ne l'est pas forcément, quoi. Genre, moi j'adore ma région, c'est pas pour ça que je suis un identitaire, tu vois. Genre, il y a toujours une question de quel sens tu donnes aux choses qui te font vibrer, en fait, aussi, quoi. Ouais, voilà. Je sais plus ce que je disais. Non, mais t'en as fait jouer pas mal. Il y a aussi, c'est Gravepell aussi. Ouais, Gravepell, pour le coup, c'est carrément revendiqué Antifa. Ouais, c'est marrant, c'est plus genre insurrection totale contre le système, mais avec du corpse paint. T'avais fait Witching et sur l'île et à Bourlon, Impérial, que tu fais beaucoup tourner. Ouais. Que tu connais bien, que c'est des musiciens limite de jazz qui font du black metal. Ouais. Pour le batteur, ouais, c'est carrément ça, ouais. Mais ouais, en fait, dans black metal, voilà, c'est une scène qui est épineuse, comme je disais, mais il y a quand même... Enfin, c'est dommage de s'arrêter juste à l'image sulfureuse du truc, parce que c'est aussi un truc qu'on pourrait mettre, je veux dire... tu pourrais toujours trouver une raison de pas écouter telle ou telle scène. Je veux dire, même le punk, des fois, c'est pas... Il y a aussi des problèmes, des fois, de propos nauséabonds là-dedans, par exemple. Ou des comportements, surtout. Ou des comportements, bien sûr. Discours qui sont... Ouais, voilà, donc... voilà, je pense que c'est toujours bien de soulever un peu le tapis et de pas trop s'accrocher à ses préjugés, quoi. C'est aussi... Enfin, ça rejoint l'idée du Rock in Bourlon, de ramener plein de trucs différents, de scènes différentes qui peuvent ne rien avoir à voir entre elles, pour finalement montrer que si, il y a quand même un lien, quoi. Ouais, je voulais te poser la question sur le black, on en avait parlé un petit peu, on se connaît un petit peu, hein, donc on en avait déjà discuté, je voulais te laisser l'opportunité d'en parler justement pour expliquer un petit peu aux gens que ça existe. Et du coup, les artistes qui t'ont marqué, est-ce que tu t'es déjà dit, punaise, ce groupe-là, ils tuent, je vais bosser avec, je vais leur proposer de bosser avec eux. Est-ce que... Ouais, j'en ai eu pas. Imperial Triumphant, c'est un bon exemple, parce que là, c'était l'inverse. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Mathias, donc le chanteur de Fange, qui est aussi gérant d'un label qui s'appelle Throatrunner, qui m'envoie un message un jour et qui me dit, tiens, j'ai signé ça. Ah, il me dit quoi? Il m'avait dit un truc genre... C'est toujours toi qui book le black metal chez Dead Pig. Ah, voilà. Ouais. Je dis ouais, j'en fais. Et il me dit tiens, là j'ai signé ça et tout, dis-moi ce que t'en penses. Et là il me file Imperial Triumphant. Donc moi je connaissais pas du tout à l'époque. J'écoute ça, je me dis putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hyper chelou, c'est pour moi, parce que j'aime bien les groupes bizarres. Et ça a commencé comme ça avec eux, mais ça s'est fait d'une façon super bizarre. Finalement, j'ai juste eu ce message, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer. J'ai fait un visio avec le gars, qui en fait s'est avéré être un gars qui est à mon âge,
et qui avait presque aucune idée de ce qu'il faisait, presque comme moi, j'ai envie de te dire à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, ok, c'est cool. Et voilà, quoi. Et finalement, je les book au Roadburn sans forcer, quoi. J'étais, super. Et finalement, je leur book leur première tournée, ils viennent, et en fait, on est devenus hyper proches avec le temps. Et maintenant, ça fait 6 ou 7 tournées que je leur book. Et maintenant, là, comme je disais, je viens d'arriver chez Doomstar, ils sont venus avec moi, quoi. Donc ça, c'est sûrement une des plus belles rencontres que j'ai fait. De passer de Dead Pig à Doomstar avec toi, c'est dans l'idée de les faire aussi monter. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est cool parce que du coup, on évolue un peu ensemble. Et c'est... Ouais. C'est clairement la relation la plus proche, je pense, que j'ai nouée au fil des années avec ces gars-là, quoi. Après, il y en a d'autres, hein, mais même des groupes des fois avec lesquels j'ai dû arrêter de travailler, mais voilà, un groupe comme Wyatt E par exemple, c'est pareil, c'est un groupe avec lequel j'ai beaucoup d'attachement, même si j'ai dû les laisser à un de mes collègues chez Dead Pig et qui s'en occupe très bien, Ben, mais ouais, c'est des rencontres qui m'ont marqué clairement, quoi. Surtout, en fait, j'aime bien travailler avec un groupe qui est ultra chelou, où tu te dis mais personne va jamais écouter ça. Et en fait, ça finit quand même par le faire, quoi. Parce que tu t'as affaire à des artistes qui ont une vraie vision, et que en général, si t'as une vraie vision, ça finit par marcher, quoi. Plus ou moins, mais... Parce qu'on sait aussi que la vie en tournée, ça peut mettre les nerfs à rude épreuve. Entre la fatigue, si tu accompagnes les groupes, que tu drives, que tu organises la tournée, que tu as un rôle de après, tour manager, en gros, quoi. C'est... Ouais, c'est plus après, moi j'adore ça, on va pas se mentir. C'est ça, ouais. T'as de la pétence pour la route, Ouais, c'est un truc que j'adore faire, même si là j'essaye de le faire moins, parce que j'ai besoin aussi de plus de temps pour travailler au bureau, pour faire du travail de bureau, des mails, etc. Mais j'ai toujours besoin d'en faire un minimum dans l'année, quoi, sinon je pète un plomb tout seul derrière mon bureau, quoi. Il me faut un peu d'action. Mais ouais, c'est intense une tournée. Après, je pense qu'il y a des gens qui adorent ça, d'autres qui font avec, et d'autres qui n'aiment pas et qui du coup n'en font pas. Mais ça peut amener à des situations tendues, ouais. Tu sais. Il y a une question aussi qui pourrait être intéressante au vu de ton expérience. Est-ce que tu as vu une évolution en 10 ans, 15 ans là, dans la scène en tant que organisateur et promoteur, tour manager, dans les scènes dans lesquelles tu évolues, que ce soit le rock, le métal, la musique extrême, tu vois, comment tu pourrais décrire tu un veux petit dire peu à quel niveau? En général? Ouais, en général, ouais. Des évolutions, ouais, il y en a. Un renouvellement du public, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a eu un moment creux, là, où il y avait quand même moins de personnes qui bougeaient. Si, je pense, il y a eu un renouvellement du public. C'est marrant ça. Jeunes c'est marrant ça, je le vois quand je vais ça c'est marrant, je le vois quand je vais en concert à Paris, où avant je connaissais toutes les têtes, et maintenant j'en connais plus beaucoup. Je me dis ça fait parce que j'ai habité à Paris pendant quelques années, du coup. Et du coup je me dis tiens, c'est marrant, ça se renouvelle quand même, quoi, finalement. Mais même, je veux dire, même en général, déjà on voit que il y a d'autres sur le public. Du coup, tu parlais du public. Il se renouvelle, c'est cool, parce que je trouve que c'est un public qui est de plus en plus multigénérationnel, dans le métal, le punk aussi, je trouve un peu dans toutes les niches, et ça je trouve ça hyper cool, de pouvoir voir des darons de 60 ans qui sont là, et en même temps il y a des étudiants de 20 ans, et ça je trouve ça vraiment 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 cool, parce que ça n'a pas été toujours le cas. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des jeunes qui reviennent vers ces musiques, là où il y avait eu clairement un creux pendant quelques années, ouais, je suis d'accord aussi. Où en fait tout le monde avait 30 ans, quoi. c'est en train de bouger un peu, quoi. Donc ça, c'est vachement cool. Et comment tu peux situer la France par rapport au reste de l'Europe que tu connais bien, à ce niveau-là? Toujours un peu en retard quand même. Non, pas forcément. Je pense pas que la France soit en retard forcément. C'est juste que la France, c'est un pays bizarre, dans le sens où c'est un gros pays, et du coup il y a beaucoup il y a un peu des fois un entre-soi national qui se fait. Il suffit de regarder la programmation de beaucoup de festivals, où tu vois que c'est un peu les mêmes groupes partout, mais c'est pas un défaut qui est uniquement français.
tous les pays avec un gros ego et qui sont un peu grands sont comme ça. Quand tu prends les Allemands, ils sont un peu pareils. Sauf il y a plus de, c'est un pays qui est plus rock'n'roll que la France, donc forcément c'est pas à ce point-là, mais voilà, en Espagne c'est un peu le même truc. Et il y a aussi autre chose qui est cool, c'est que c'est beaucoup plus mixte aussi qu'avant. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de filles et qu'avant c'était quand même très masculin. Même moi quand je suis arrivé il y a 10 ans quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment une évolution là-dessus. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup de bien, quoi. Ouais, de toute façon, les thématiques d'inclusion, de diversité, etc., c'est des choses qui sont très importantes dans la scène, c'est des valeurs qu'on retrouve qui sont... Et c'est vrai pour le public, mais ça commence aussi à devenir vrai pour les organisateurs tristes, du coup, de concerts, les mêmes sur scène aussi. Ouais. Surtout là, depuis 2-3 ans, c'est vraiment... c'est aussi un truc à Bourlon où j'essaye de faire attention à ça. Et ouais, ça c'est vachement cool. Après, non, au niveau du public, c'est tout. C'était quoi tes autres? Non, mais c'est ça, mais du coup, tu vois les choses de façon positive pour l'avenir, quoi. Tu vois les choses évoluer de façon plutôt... Bah après, il y a des questions, pour ce qui est de la tournée, il y a des questions qui risquent quand même de se poser vite. Bon, déjà, il y a la situation politique de l'Europe, où là, par exemple, il y a l'espace Schengen qui commence à être remis en cause et qui commence à être limité de plus en plus. Donc ça, bah voilà, hein, sans être fan de toutes les théories libérales de l'Union européenne, le fait qu'on puisse aller... jusqu'en Finlande sans montrer un passeport, c'est quand même une chance hallucinante et je pense qu'on le réalise pas. Enfin, moi je le réalise parce que je le fais, ça fait partie de ma vie de le faire, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le réalisent. Et le jour où si ça change, ça va faire très mal à beaucoup de monde. En tout cas pour les scènes comme ça, parce que maintenant. Toi, tu le vois, quand tu joues dans un groupe, tu dois aller jouer je sais pas où, bah ouais, t'y vas, c'est facile, y a pas de problème, quoi. Donc, ouais, c'est un truc quand même auquel je pense des fois. Il y a des pays où ça l'est un peu moins, quoi, mais... Ouais. Mais bon, on a quand même de la chance, je veux dire, quand tu rencontres des groupes qui viennent d'Asie ou de pays comme ça, où tu te dis, où tu vois tout ce qu'ils doivent faire pour pouvoir venir. Quand tu vois la chanteuse de Wormrod qui finalement a pas pu venir à Bourlon parce qu'elle devait faire son service militaire. Bon, et des trucs comme ça qui... Bon, voilà. On se dit on a quand même de la chance et voilà, juste espérer qu'on continue à en avoir à ce niveau-là parce que le fait que ces frontières soient ouvertes fait quand même beaucoup de bien aux scènes, en Europe et ça crée aussi beaucoup de liens, etc., quoi. Donc on verra. Après, quoi d'autre? Un autre truc auquel je pense des fois, c'est le défi de l'environnement et de l'écologie parce que quand on tourne, mine de rien, on crame beaucoup de gasoil. On fait beaucoup de kilomètres et comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à louer des véhicules pour traverser l'Europe avec des véhicules, à voir comment ça évolue, est-ce qu'on pourra avoir des vannes électriques, est-ce que ça existera, est-ce qu'ils seront viables, est-ce qu'ils permettront de faire autant de distance, plein de petits trucs comme ça. Et ensuite, pour arriver dans les vrais sujets vraiment propres à la musique, il y a le problème de la gentrification des villes, qui est un vrai problème, et qui change en fait les pratiques. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a eu des creux de fréquentation au-delà du Covid dans certaines villes. C'est que les habitudes doivent changer, c'est qu'en fait les centres-villes sont en train de mourir. Et ça, c'est partout, enfin je veux dire, c'est dans toute l'Europe, quoi. On se retrouve avec des salles parfois qui sont cultes, qui finissent par fermer. Et alors à Paris, il y en a eu combien? Ouais, à Paris, il y en a eu beaucoup. Alors après, des fois, il y a les périphéries qui prennent le relais. Des fois, non. Après, est-ce que c'est cool d'aller vers les périphéries? Je sais pas. S'il reste plus que ça, j'espère qu'on va y aller quand même. Mais ouais, c'est plein. Ça, c'est aussi une grosse question, quoi. Et c'est quelque chose qui arrive à fort au niveau justement des promoteurs, des organisateurs de concerts, qui doivent en plus de payer les groupes, etc., assurer souvent la location de plus en plus chère des lieux, enfin des concerts qui deviennent... Ou alors de se tourner vers des lieux où ils sont pas sûrs que le public va suivre, etc. Enfin, surtout pour les petits concerts, c'est problématique, quoi. Genre, déjà, les concerts en bar ont quasiment disparu. Donc là, c'est les concerts en club qui sont menacés, quoi.
Mais après, la question, c'est s'il n'y a plus de clubs, s'il y a que des scènes subventionnées, les groupes de grindcore et de black metal et de sludge, ils vont jouer où, quoi. Ouais. Donc, il y a encore des cafés des concerts dans des cafés. Hein. Ouais. Il y en a encore. Si tu fais les styles que je viens de citer, je pense que tous les cafés te seront pas grands. Ah non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Enfin bref. Il y a encore des irréductibles, j'avoue. C'est quand même des questions qui pointent le bout de leur nez. Après, il y a quand même des beaux exemples aussi à l'inverse de ça, hein, même en France d'ailleurs, avec des modèles un peu alternatifs issus des milieux squats qui en fait n'existent plus vraiment en tant que tels, parce que des vrais squats à concert, il y en a presque plus. En vrai, maintenant, l'esprit existe encore, mais les nouvelles lois immobilières successives dans tous les pays d'Europe ont fait que des villes comme Berlin ou même Londres, qui étaient il y avait des squats partout, c'est fini. Portugal. Ouais, Portugal reste un peu, mais bon, ça reste globalement un truc en train de mourir, quoi. Mais c'est quand même rassurant de voir que l'esprit reste et qu'il y a des lieux, je pense à Grande Zéro à Lyon, qui est juste hallucinant, les tanneries à Dijon, etc. Enfin, où il y a quand même des lieux collectifs comme ça qui... Tu parlais aussi à Saint-Etienne. Ouais, la Gueule Noire, où j'étais à Saint-Etienne, par exemple, récemment. Et c'est quand même cool de voir qu'il y ait toujours que cet esprit-là, il continue à exister. Ouais. Ouais. Parce qu'il y avait aussi une question qu'on voulait te poser aussi, justement, sur... l'avenir justement que ça soit les salles comme ça ou les petits festivals indépendants, face à des ogres qui se développent un petit peu, tu vois au niveau même les billets sont devenus tellement chers que pour certaines personnes c'est la sortie d'un an et puis ils viennent jamais en concert, ouais, tu vois, le reste de l'année. Après ça dépend ça dépend des pratiques de chacun aussi, quoi, mais oui, après il y a pour les concerts un cran au-dessus, quand on arrive vraiment même dans les concerts professionnels, il y a des problèmes qui se posent, parce que il y a des grands groupes qui commencent à entrer et qui peuvent devenir gérants de certaines salles, qui du coup vont changer des modes de fonctionnement, qui vont faire payer des espaces de merch, qui vont prendre des commissions sur le merch des artistes. Voilà, c'est un truc, par exemple, que font les festivals, que je peux trouver, personnellement, je trouve, qui se justifie sur les festivals. D'ailleurs, on le fait à Bourlon, parce que tu peux pas mettre... En fait, quand tu as un espace limité à disposition, tu peux pas donner de l'espace gratuitement comme ça à tout le monde. C'est pas possible, en fait. Tu as besoin de ton espace. Donc ça permet de limiter l'espace et de toi-même vendre pour les autres. Et quand tu vends pour les autres, forcément, tu prends une petite partie, quoi. Parce que aussi, on paye une tonnelle, etc. Mais il y a une différence entre j'étais le premier à être sceptique par rapport à ça. Ouais. Mais il y a une différence entre prendre une petite partie et prendre 30%, tu vois. Ouais, et puis surtout quand là, c'est une salle qui du coup, c'est quand même une entreprise permanente qui est là, et qu'avant, ils avaient pas besoin de ça pour vivre, alors pourquoi ils le font maintenant, si tu veux. C'est quand même quelque chose qui devient problématique. Alors c'est surtout pour l'instant en Angleterre, mais après, l'histoire a montré que souvent ce qui commence à arriver là-bas finit par arriver chez nous. Ouais, moi je trouve que déjà, même à Paris, j'ai eu l'occasion de retourner à l'Élysée-Montmartre, j'ai débloqué, quoi. Ouais, voilà, c'est de ce type de salle que je parle. On sent qu'il y a quand même un alors il y a plus de 10 ans, tu vois, en 2007, j'étais déjà... c'était pas à ce point-là, quoi. Non, mais c'est un peu... en fait, c'est l'esprit de l'immobilier qui infiltre comme ça la musique petit à petit, quoi. Ouais. Ce qui est bien triste, mais... Bon, on va essayer de pas se casser le moral, on va rester sur du positif, mais en tout cas, merci d'avoir abordé tout ça, parce que je pense que c'est des choses importantes aussi, et qui sont réelles en plus, qu'il n'y a pas concrètement, justement, les musiciens, les personnes qui organisent les concerts, les personnes qui essayent de faire vivre un petit peu tout ça, quoi, et je trouve ça super triste aussi, quoi. On va... Toi, en tant que tourneur, toi, en tant que programmateur de festival, est-ce qu'il y aurait des artistes comme ça que tu rêverais de pouvoir faire jouer? Il y en a. Alors, pour Bourlon, il y en a un. Des vivants, on va pas partir alors là, la liste. Non, il y a Fu Manchu qu'on essaye de faire à Bourlon depuis des années, qui nous sont demandés tous les ans par tellement de gens, mais... Pour l'instant, ça n'a jamais pu fonctionner pour des raisons de date à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ce sera pas l'année prochaine. Aïe aïe aïe. Je le sais déjà, mais j'espère, j'ai espoir de les faire avant 2030. Ok. Voilà. Et pourquoi eux? Parce que c'est
le meilleur groupe de stoner, selon moi, voilà. Ah bah ouais, carrément. Mais non, et puis en plus, c'est cool parce que c'est vrai. Enfin, déjà, c'est un groupe emblématique. Et je pense que c'est un groupe qui est toujours resté underground, tout en étant connu. Et du coup, c'est vraiment à l'image un peu du festival, je trouve. Et ça mélange aussi du punk et du stoner et tout. C'est un peu le groupe parfait pour faire la tête d'affiche de Bourlon, je trouve. Donc voilà, j'espère qu'on y arrivera un jour. Ah bah, j'espère pour toi aussi. Sinon, il y avait Killing Joke, mais le guitariste est mort, donc tant pis. À part si ils font comme beaucoup de groupes et ils continuent en... Ça a pas l'air d'être le délire, mais on verra. Moi j'aurais peut-être une petite demande, s'il y a moyen de faire venir Blood Comment un jour, je serais bien content, tu vois. Et je pense que ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde aussi, quoi. Ça va être une belle découverte. Mais tu dois connaître aussi, de toute façon. Ouais, je connais. On va partir un petit peu sur aussi ta carrière musicale, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Mais donc on a évoqué le Rock in Bourlon, on a évoqué Dead Pig, on a évoqué ton rôle de booker, d'organisateur de tournées, etc. On n'a pas parlé de Cerber. On n'a pas parlé de Cerber. Ouais. Hein. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, on va en parler, carrément. Assaut de programmation. En fait, c'est la base. En fait, c'est lié à Dead Pig parce que Dead Pig et Cerber, c'est la même chose, en fait. C'est juste que Dead Pig, c'est la partie booking et Cerber, c'est la partie promotion d'événements sur la région, mais aussi à Paris. On fait quand même pas mal de dates sur Paris. Et... Encore maintenant, là? Ouais. On en fait... Allez, en moyenne, une tous les 2 mois ou une par mois, ça dépend. Et du coup, en lien avec ce qu'on a dit avant, les salles avec lesquelles vous pouvez travailler on travaille avec Glazart, Petit Bain. On a déjà travaillé avec le Point Éphémère aussi. Donc, ouais, ce type de salle. Pour l'instant, on est sur des jauges jusque 500-600, quoi, pas plus. Ce qui est déjà cool. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est un peu le centre. Enfin, c'est un peu le centre de mes activités, de nos activités, parce qu'on est plusieurs, du coup, ça regroupe le booking, parce que bon, moi, je fais plus de booking international chez Dead Pig, mais je fais toujours des bookings pour la France, uniquement. Donc, je suis toujours quand même acteur là-dedans. Et puis, on programme énormément de dates, quoi. Donc, on est principalement 4. Donc avec Ben qui a repris la partie booking, Anthony qui avait créé l'association, Zelda qui aussi m'accompagne, qui s'occupe de toute la promotion et la communication de l'association. Et qui est responsable des bénévoles à Bourlon. Et aussi des bénévoles pour Cerber, parce qu'on a quelques bénévoles aussi qui viennent faire les billetteries, éventuellement les caterings, etc. sur les dates. Et puis on a les agents, donc il y a 3-4 agents aussi qui bossent en plus. On est 4 en tout maintenant. Et on accueille une nouvelle personne qui va s'occuper de l'administratif. Ce vaste sujet. Et non, du coup c'est cool en fait. Cerber c'est vraiment notre boîte à outils en fait. Et chacun... Voilà, il y a Anthony par exemple qui aime bien faire de l'accompagnement d'artistes, donc il va faire de l'accompagnement d'artistes locaux en essayant de leur trouver des résidences, des plans pour qu'ils puissent construire leur intermittence, des choses comme ça. Nous on fait notre booking dans une certaine mesure. Après t'as les productions d'événements. Donc c'est vous êtes bien implanté dans la région aussi, quoi. Parce que vous organisez beaucoup dans les lieux type Maison Folie, mais aussi maintenant au Black Lab. En fait, ça dépend, vu qu'on fait En fait, Cerber, c'est marrant, c'est un peu aussi la prog de Bourlon, mais comment dire, adapté sur une saison de concert, quoi. Donc on retrouve un petit peu les mêmes esthétiques que sur le festival, mais étalées dans l'année selon les opportunités qu'on a, quoi. Donc ça peut être autant des trucs... on fait la salle la plus petite, je pense que ça doit être la Malterie où on organise. Donc pour entre 100 et 150 personnes. Après on a la Bulle qui fait 200. Et après on peut... Sur les plus grosses dates, on travaille avec le Black Lab ou avec le Grand Mix aussi. Le Grand Mix, c'est super salle. Ouais, donc sur des jauges autour de 600. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas allé plus haut. Et Cerber, ça existe depuis... En fait, Cerber, c'est né dans Rock in Bourlon. C'était l'idée d'Anthony. Ouais. Qui a eu l'idée du nom.
Du coup, c'est un peu l'idée, les trois têtes du chien, pour dire que justement, c'était assez pluriel en termes d'esthétique artistique qu'on proposait, quoi. Mais ça se faisait, en fait, c'était juste un nom à la base. Tout se faisait, c'était l'asso Rocky Bourlon qui gérait en fait les concerts Cerbère. Puis en 2019, on a vraiment séparé les deux activités. Il y a toute la partie booking qui est venue se greffer à Cerbère aussi. Parce que Dead Pig avant était une entité propre, qu'on a du coup fait éclater pour l'intégrer à Cerbère, histoire de gérer qu'une seule structure et de pas avoir 20 000 structures à gérer. Parce que déjà, une, c'est chiant. Ouais. Mais on a quand même voulu le séparer du festival pour des raisons aussi de demande de subvention et aussi de statut, parce que c'est pas les mêmes statuts. Parce que le festival est vraiment non lucratif, non commercial, là où dans Cerbère, il peut y avoir un but commercial sur certains événements. Voilà. Pas bien. Et on est à la Malterie. Ouais, voilà. Basé à la Malterie, la fameuse. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et tu trouves malgré tout ça du temps pour toi continuer à faire de la musique? Ouais. Ouais. Bah ça c'est grâce au Covid aussi, tu vois, t'en parles. Toi t'as commencé... Non, j'ai commencé avant, mais c'est un peu le Covid qui m'a remis la tête dedans. Parce que ça faisait 2-3 ans que je faisais plus grand chose à ce niveau-là, donc ouais. Ah, tu t'es bien remotivé. Ouais. Parce que tu joues dans le traquenard. Ouais. Donc comment je pourrais décrire ça? Moi j'ai tendance à un truc un peu trash punk, un peu c'est le groupe full fun. speed. C'est ça. Et après tu joues aussi dans le Dull. Ouais, qui est moins fun. Ouais, mais qui est tout aussi important pour toi à mon avis. Et vous avez fait une fusion avec un groupe de non, c'est pas Saint-Étienne. De Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Ouais. Qui s'appelle La Dola, c'est la fusion de Dull et de... La Solas. La Solas, ouais. c'est ça. Qui est un volcan, pour la petite histoire. C'est le volcan d'Auvergne où Raël a vu les extraterrestres. Ah oui, magnifique. C'est celui-là même. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de chaque projet, ton investissement? Est-ce que ton expérience en tant que booker t'aide au niveau à faire des tournées? Est-ce que vous avez des ambitions justement de partir en tournée avec les groupes? Comment vous gérez vos enregistrements, tout ça? Ouais, alors bah c'est simple, déjà tout se passe à la Malterie, qui est un endroit quand même assez incroyable. On fait tout là-bas, on répète là-bas, on enregistre là-bas aussi, avec tous les projets. On sait pas quoi, Traquenard, c'est un groupe de potes. C'est des potes, on se connaît depuis le lycée, quoi. On a fait 20 000 soirées ensemble, et un jour on est allé voir un concert à Saint-Saul. Une fois n'est pas coutume, hein, parce que je sais même pas si j'ai remis les pieds depuis. C'était Zigzag, je sais pas si tu vois. Truc de punk trash. Et bref, on regarde le concert, on se dit putain c'est cool, on devrait faire un groupe comme ça, fun, pour le fun, quoi. Et donc, voilà, on a commencé comme ça, puis bah on s'amuse bien, quoi. Vous rentrez de tournée là? Ouais, là on a fait 4 dates il y a 2 semaines, ouais, c'était cool. On tournait de la frite, The Friend Fry Show. Ouais, c'était ça. Mais ouais, c'est un peu le délire du groupe, on se prend pas au sérieux. Et en fait, c'est marrant parce que... Mais c'est fait de façon sérieuse. Ouais, c'est fait de façon sérieuse, bien sûr. Mais le délire du groupe, c'est vraiment... En fait, c'est marrant parce qu'on colle pas vraiment... En fait, on colle vraiment à aucune scène à proprement parler. Mais du coup, des fois, il y a les gens du grindcore qui veulent nous faire jouer. Puis des fois, c'est les punks. Puis des fois, c'est les métalleux. Du coup, c'est marrant. C'est assez fun. On s'amuse bien. Non, tu m'étonnes. Puis vous avez un guitar héros dans le groupe. C'est vrai qu'on est souvent le seul groupe à solo de la soirée. Ah, mais ça Même si tu noteras qu'ils sont de plus en plus courts. Ouais. C'est de plus en plus rare, quoi. Et un power trio en plus, quoi. Donc, ouais. basse, chant, guitare et batterie, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Et ouais, on rigole bien avec des paroles en français. Là, on n'écrit plus qu'en français maintenant. Et combien de sorties vous avez faites? On a un album. Et là, on vient de sortir un EP. Et là, on va commencer à écrire des sons pour sortir un album, un deuxième album. Donc ça s'appelle Traquenard, on peut trouver ça sur un peu tous les réseaux. Ouais, tu trouves ça sur le Bandcamp. Et sur tous les réseaux, tu peux nous trouver. Ouais. Et après, Dull, du coup, c'est un projet qui s'était monté à la base avec mon frère. Et qui a été rejoint par Elia, avec qui j'avais
eu un projet qui s'est jamais concrétisé, mais avec lequel on avait répété quand même un moment. Et je sais pas, c'est... Moi, j'ai halluciné. Elia, je l'ai rencontrée à un karaoké. Elle s'est mise à chanter, j'ai débloqué. Je vois, punaise. Et j'ai compris après qu'elle était chanteuse. Je suis effectivement, je comprends mieux. Impressionnant, quoi, tu vois. Ouais, gros coffre. Clairement. Indéniablement. Ouais. Et ouais, du coup, c'est quoi? C'est guitare, synthé, batterie. Donc, en gros, c'est vraiment full spleen, quoi. Genre, Ouais, carrément. entre black metal, noise, Ambiant. post-metal. C'est un peu éthéré quand même, assez souvent. Mélancolique un peu, même beaucoup. Et c'est une musique dans laquelle tu te retrouves, ça? Ouais, clairement. Clairement, Traquenard, c'est le fun. Et Dull, c'est plus, l'introspection. C'est clairement plus... c'est plus... comment dire? Je me livre plus, on va dire, dans Dull que dans Traquenard. Où, de toute façon, Traquenard, ça va tellement vite. Ah, mais tu dévoiles deux types de jeux bien différents, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est ça qui est cool, en fait. C'est déjà cool d'avoir deux groupes où c'est différent et de pas faire tu vois, les mêmes choses dans les deux groupes, sinon ça m'aurait, je pense, vite saoulé. Et puis ça représente bien ma personnalité, finalement, tu vois. Donc c'est cool. Et j'ai été surpris justement parce que donc il y a Dull, vous avez fait cette rencontre avec les personnes de La Solace. Ouais. Vous décidez, vous avez, j'imagine, tourné ensemble, fait quelques concerts ensemble. On a fait une petite tournée avec eux, ouais. C'est de là qu'est née l'idée. Du coup, on a essayé et en fait, ça a bien marché. Du coup, on a continué à le faire, quoi. Ouais. Et ça a même plutôt très bien marché parce que on en a déjà parlé. Et, enfin, je le dis objectivement, quand je vous ai vu à Rock'n Bourlon, j'ai été j'ai halluciné en fait, tu vois, de voir, parce que pour que les gens comprennent un petit peu, la Delas c'est les deux groupes réunis, mais vraiment réunis, c'est-à-dire qu'il y a les deux batteries sur scène, tous les musiciens, et quand je vous ai vu jouer ensemble, en particulier les deux batteurs, je me suis dit, obligé, ils sont au clic, tu vois, enfin... alors que ce serait impossible à faire au clic. Ah, mais alors que... on se voit après, je te dis le concert trop bien et tout, au clic, non, pas de clic, vous arrivez à garder une... Bah, en fait, il y a un truc à savoir, c'est que Hugues et moi, il y a un truc qu'on n'aime pas, c'est le clic. Ok. Du coup, bah surtout lui. Mais du coup, non, en fait, finalement, je pense vraiment qu'il foutrait la merde le clic. Surtout que dans les morceaux, t'as vraiment des gaps de tempo tout le temps. Et c'est une musique vachement vivante des fois. Et avec un clic, ce serait presque impossible, ouais. Mais je pense que ça marche parce qu'on a des jeux qui n'ont rien à voir. Et du coup, c'est marrant. En fait, c'est ça aussi qui nous a donné l'idée, quoi. Parce qu'en fait, on rigolait de se dire que nos jeux étaient tellement différents. Et en fait, à force d'en parler, on s'est dit, putain, en fait, c'est tellement différent, on devrait essayer de les mélanger pour voir ce que ça donne. Donc l'idée vient des deux batteurs. Ouais, c'est ça qui a donné le... c'est de là que c'est parti, en disant, putain, mais ça n'a rien à voir comment vous jouez de la batterie. Et mais ensemble, finalement, ça marche, quoi. Ce qui finalement est assez logique, parce que tu mets deux batteurs qui jouent pareil ensemble, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Je sais pas. Et vous avez enregistré avec... Avec La Delas, on a enregistré en janvier, ouais. Et on a sorti un truc qui est pas encore sorti sur... il faut qu'on organise une sortie numérique qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Mais on avait une sortie physique qu'on avait à Bourlon, mais qui s'est fait... on avait je sais plus combien de cassettes, mais tout est parti. Faut qu'on en refasse. Et avec Dull? Avec Dull, on a un album EP/album, 30 minutes, quoi, qui est sorti il y a 1 an. Et là, on doit commencer à écrire le nouveau. Tu trouves toujours le temps de répéter régulièrement, peut-être moins avec la Delas du coup, vu que vous êtes assez... Ouais, voilà, c'est un projet un peu à part, donc ouais, ça se fait plus sur le temps plus long, forcément. Ou quand on se voit pendant plusieurs jours d'affilée, sinon ça sert à rien. Et pour l'instant, ça le fait. Mais si, ouais, sinon... Des projets de tournée, de concerts un petit peu? Ouais, ça va arriver. Ça va arriver. Sur la Delas, après, il y a le défi, comme tu disais, faut qu'on arrive à répéter et tout. Mais si, sur 2025, on va faire des dates, en tout cas, c'est
c'est en discussion. Bah super, merci à toi Pierre. Est-ce que tu as des sujets que tu voudrais aborder, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé à... Je pense qu'on a bien fait le tour. C'est pas mal, non? Ouais. J'espère que ça roule pour toi. Bah en tout cas, merci pour tout, merci pour ta présence et pour tes réponses. On te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets, que ça soit dans la musique, longue vie au Rockin' Bourlon, à toutes les personnes qui t'aident et qui font vivre cet événement, ta carrière de booker en espérant que tout se passe bien et que tu sois heureux là-dedans. Gros bisous à Shog, à la technique et au son. Et prenez soin de vous les gens, à bientôt. Et allez lance. Allez, lance. Merci les gars.